bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du TFC. Un grand bonjour ou un bonsoir aussi à ceux et celles qui nous écoutent en podcast. La composition de cette 214e feuille de match. Avec moi dans les buts, il sera la technique des réseaux sociaux, la technique vidéo, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Je suis très content d'être avec vous ici une fois de plus. Juste, j'attends un petit grésillement, donc n'hésitez pas. S'il y a un petit son, vous faites un petit message, on essaiera de régler ça au plus vite. Je pense que c'est nos casques qui bug. Pas sûr. Qui sont les autres avec nous en plateau? Qui sont les nôtres avec nous, exactement, ça je suis déjà perdu. Au milieu de terrain, on va commencer par notre Mehdi. Comment il va, Mehdi ? Bonjour, bonsoir. Ça va très bien, très bien. Est-ce J'ai passé beaucoup trop de temps avec vous aujourd'hui. Je sais pas si je vais tenir 1h30, mais ça va. Mehdi, comment on accueille Nathan ce soir ? Alors attends, parce que j'ai oublié. Ah, putain, on l'avait préparé. C'est ouf, on arrive quand même 1 heure à l'avance. On arrive à commencer en retard, on prépare des blagues, et on n'arrive pas à les faire en direct. C'est quand même fou. Attendez, ça arrive. Ah, j'ai pas bien. Alors, on va meubler comme chez Ikea. Allez, vas-y. Du coup, on va présenter. On va présenter notre technicien du soir. Il n'est pas chauve, il a des cheveux, mais il est peut-être meilleur que lui. C'est Fred. Comment il va, Fred ? Ça va. Prêt pour le débat ? Ouais. Enfin. Mais d'abord la technique. Et du coup, notre deuxième milieu de terrain, le travailleur, comment il va ? Doberdan, Nathan. Merci, parle pas comme ça de ma mère. Comment ça va, Nathan ? Bah ça va, super. Doberdan, tu veux dire bonjour en slovène dire parce bonjour, que tu étais parti en scouting. Ouais, j'ai fait un périple Europa League. Ouais, et alors ? C'est En Conference League. Bergame, Vérone, Maribor, voilà. Ça sentait très bon l'Europa League. Ça sentait très bon l'Europa League, ouais. Voilà. Et ben je reviens, voilà, bronzé, bilingue slovène, donc tout va bien. Et ben tu nous fais l'émission en slovène, c'est ça que tu nous disais tout à l'heure en off ? Bien. Allez, au programme pour aujourd'hui. Avant le programme, on embrasse nos absents, le divin chauve de la technique qui est malade, on lui fait un gros coucou. Elliot, Yves ainsi que Alex. Qui ? Yves. Non, le dernier. Alex. Qui ? Alex. Ah. C'est Flemings version feuille de match. On l'a surnommé l'absent sur le groupe quand même. C'est pour dire à quel Junior. point il est présent. En Slovénie. C'est vrai que Junior, ça pourrait être pareil. Il est dans le loft, on va pas se mentir. Ouais. Pour la saison prochaine, il est dans le loft. L'émission télé, hein, pas le. Bref. Ouais, bah oui. Voilà. Allez, la piscine. n'hésitez pas à le suivre sur Insta. Au programme, les actus du Il est aussi TP. présent que Loana, tu me diras. Oh, putain. Oh les gars, ça fait même pas 3 Et- minutes. On va se fait calmer. Est-ce qu'on fait un débat parallèle? Non, Vous avez la rêve, c'est bon? au programme, Ça a vu la les gars, gueule de de cette 214e minute, les actus du TF, un retour rapide sur TFC Andorra, TFC Verdun, ainsi que surtout TFC Norwich qui s'est déroulé cet après-midi, parce qu'on a perdu 120 minutes avec Mehdi et Vincent à regarder ce match. Et surtout, un débat sur la multipropriété des clubs qui est très attendu par Mehdi et Fred. Je vous rappelle pour la petite histoire qu'il y a 15 jours, je les ai coupés par rapport à ça. Ils étaient frustrés, ils ont failli me taper en sortant de l'émission. Mais c'est bon, on leur a promis un invité exceptionnel puisqu'on recevra Nicolas. Alors là, désolé pour la prononciation. 6 Martov. Merci. Qui est journaliste FSGT sportif pour la revue FSGT ainsi que SoFoot. Et on terminera avec une interview supporter et on aura le privilège aussi de recevoir Sébastien Dupuis ce soir qui nous fera le plaisir d'être avec nous en studio à partir de 21h. Donc il sera avec nous, commentateur sur Canal+, et supporter du TEF. Il y a eu quelques jingles aussi avec sa voix. Eh bien, Je ne crois spoil pas pas si tout. bien dire. Ne spoil pas tout, Ah, mon d'accord. cher Nathan. Donc voilà, donc restez avec nous. On a une grosse émission ce soir. Vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag F2M sur notre page Twitter F2M Foot. Vous abonner aussi au passage, la vidéo Facebook Live. Sur notre page, la feuille de match ainsi que Radio Occitania, pareil, vous pouvez aussi vous abonner, mais surtout sur Twitch, où vous pouvez aussi vous abonner, sur notre page, ainsi que YouTube, où vous pouvez aussi aller vous abonner. J'ai vraiment dit le mot abonner 4 fois, si vous n'avez toujours pas compris, c'est qu'il faut vraiment vous abonner. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner au TFC aussi. Et vous... combien il y a de places en virage ? On l'embrasse d'ailleurs. Ouais. Qui sont les connectés du jour, mon cher Vincent ? Alors, on a les classiques, on a Lucas LRT, on a Suika, on a aussi Freefly, on a des nouveaux aussi, avec des noms toujours imprononçables pour moi, PHNM-8, Nossi, on a Serkin Wowo, Jeff K1, non, Jeff K1, oh là, c'est catastrophique, on a aussi des gens sur Facebook, bien sûr, on a Thierry, on a Pascal, on a aussi Julien qui vient de se connecter à l'instant, on a Suika qui nous dit Vive Skita, la pépite. C'est Et pour voilà. Lucas, ça. On embrasse tout le monde. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Fabrice N'hésitez pas aussi. à commenter. Je pense qu'il va y avoir pas mal de commentaires en plus ce soir sur le débat. Et sur le match aussi. On va avoir et sur le match. Mais messieurs, on va commencer cette 214e émission avec des news. Sili, la frappe de l'anglais. Oh,
Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Fred, 6 minutes d'émission, pas une connerie. Ouais. Franchement, Il gère. Hein. là, Là, j'étais en train de me dire quand est-ce que je le lance ce soir. là, t'es parfait. Ne change rien, t'es parfait, mon Fred. Super. Les petites news, on va passer rapidement. Les abonnés, donc les abonnés des groupes de supporters auront l'occasion de prendre jusqu'à 4 places pour le premier match de gala au stadium et le premier match tout court au stadium. Donc ils pourront prendre 4 places. Ensuite, on aura les abonnés tout court qui pourront aussi en prendre en pré-vente. Et ensuite, le grand public. Ils nous refont la même chose de l'année dernière. Ce qui avait bien marché l'an dernier, il me semble. Ouais. Où tu avais fait quasiment 2 guichets fermés, que ce soit contre le PSG et l'OM. T'étais au stade pourtant. T'étais au stade pourtant. Mais ouais, non, c'est bien. Ça continue, tant mieux. Hein. Mission de l'humour ce soir. Les prix de Nathan. Protégez-vous quand vous faites du l'humour, vous voyez. Super dur d'enchaîner. Bonne politique ou pas pour vous, Mehdi? Je t'en branle. Je pense pas qu'il y ait des bonnes Ça marche politiques. bien, moi j'ai ma place. Voilà, le moins de Parisiens possible, etc. Mais bon, avec le nombre d'abonnés quand même qu'il y a. On va dire qu'en virage plein. T'es un peu plus à l'abri de ça. Enfin, en tout cas, j'ose espérer qu'on soit de plus en plus tranquille là-dessus au fil des années si ça continue comme ça, quoi. Enfin, là, c'est les abonnés groupe de supporters. Hein. Ouais. Oui, mais après, ça sera les autres, donc bon. Après, ça, qu'est-ce qu'ils auront fait pendant 5 matchs l'année dernière? Les grands publics à 150 € la place après. Ce qui a été fait. Oui, mais ceux qui sont partis à la mi-temps, 4,5, ça compte pas. Donc, normalement, les abonnés groupe supporters, ça ne revend pas les places sous le manteau, comme ça, normalement, c'est. Non, ça va sur le bon coin directement. Non, normalement, ça fait privilégier la famille ou les copains qui sont pour le TEF. Allez, mauvaise langue. Hein. Écoutez, on verra. Les Violets.com ont réalisé une interview de Brecht Dejagereux, messieurs, dans la semaine. Une très belle interview de notre ancien capitaine. Elle est retrouvée bien sûr sur leur site. Mehdi, je m'adresse directement à toi parce que c'était un peu ton chouchou aussi l'année dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette interview? Elle est à son image à lui. De toute façon, c'était quand même assez intéressant, assez cash. Moi, je retiens qu'il a quand même. Bien joué, Fred. C'est marrant parce qu'en cabine, il y a beaucoup de bruit de canettes, je trouve. Non, mais c'est des bruitages, là, c'est pas vrai. J'aimerais bien faire une émission en cabine un jour. Tu sais que tu peux en faire un jingle de ça. Des capsulages. Franchement, une compile. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez faire vos jingles jusqu'à fin août encore. Je vais foirer un peu. Je suis un peu déçu. Sur la feuille de match. Vas-y, Mehdi, pardon, désolé, t'as coupé par une canette. Je ne sais absolument plus. À son image, tu disais. C'était bien. Ouais, c'était exactement, c'était bien. C'était bien. Non, franchement, c'est assez sympa. Après, comme toute interview, ça peut être très intéressant. Et de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, c'est sa vérité à lui. Et je veux dire, voilà, quand il y a des attaques, et notamment, on a senti qu'il avait un peu de rancœur contre Montagnier, qui le faisait sortir, etc. Et qu'il aimait bien Carles Martin. Noël. Voilà, Noël, là. Appelle-le Carlos. Ouais, Non, Carles, pardon, Carles. Je vous ferai un petit cours de catalan à LV1 si vous voulez, à l'occasion. Le coach du TEF. Appelle le coach du TEF. Coach, appelle le coach. Voilà, qu'il l'aimait bien, etc. Donc, il y a un peu de rancœur dans ses propos. Donc, voilà, c'est sa vérité à lui. Après, très content qu'il ait trouvé, en tout cas, ce genre de projet. Je pense que ça lui va bien. Charlotte, comme ville. Est-ce que tu disais déjà aux États-Unis, ouais, non, ça lui va bien. Et puis. Et puis voilà, franchement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette interview? Je n'ai pas lu, je suis désolé. Ah, tu l'as pas lu, ok. Fred, tu l'as lu? Ouais, mais je me souviens plus trop. Ok, super. Heureusement qu'on bosse dans cette équipe. Vincent, je me retourne vers toi. Je l'ai pas lu. Très beau t-shirt, Vincent. Merci. Ah oui, c'est même que toi. D'accord, c'est pour ça. J'ai pas compris la vanne, c'est grave. C'est dur, c'est le métier, l'humour. Non, sérieusement, c'était intéressant parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Après, c'est toujours plus facile, une fois que tu es parti du club, de te lâcher, de te libérer, parce que tu es plus sous contrainte. Mais c'était intéressant et je trouve que c'était même les questions étaient très pertinentes et j'ai appris des choses. Surpris parce que j'étais avancé peut-être pas forcément surpris, c'était plus des confirmations parce que des fois tu as des bruits de couloir et tout. Là, pour le coup, il y avait des choses qui ont été avérées sans langue de bois, sans détour. Donc moi, j'apprécie le ton. Autre chose aussi que j'ai trouvé assez intéressant dans son interview, c'est un petit peu aussi de rancœur envers Nicolas Hyssen. Il le dit pas trop fort, mais moi j'ai senti un peu comme. Il a dit qu'il le voyait capitaine, mais que ce qu'il avait fait compliqué. La casserole, etc. Non, mais même quand il en parle, il dit qu'il a quand même menti à ses coéquipiers et que c'est pas terrible, quoi.
Ouais, Oui, alors passe ça me moyen. revient, mesdames. À l'âge. On peut rien faire contre ça. Non, il y a aussi une petite attaque contre le président, quoi, où on apprend que finalement, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de prolongation réellement voulue, quoi. Ouais, quand il dit on en parle à Ah oui, c'est Noël, vrai. on en parle en mars, et au final, Ouais. avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, Ouais. en mars, au final, il vient qu'en avril, je sais plus exactement. Voilà. Et on a l'impression que c'est le même schéma pour Branco et pour Spearings, quoi. Donc, l'impression que Comolli, en fait, il n'a jamais voulu les prolonger, quoi. Ouais, je sais pas, après, c'est. D'ailleurs, depuis Ouais. qu'il est là, je crois Oui. qu'il y a eu 0 prolongation, en fait, au final, quoi. Très peu. Il y en Ouais. a eu. Mais très peu. Ouais. De recrues Redbird, il y a eu des prolongations. Ah non, de Bichoun. Ah, ouais, Des en fait, Bichoun, oui, mais des recrues ouais, Redbird, des je recrues, suis pas sûr à ouais. vérifier, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Elles sont peut-être en cours. Donc, Ou la, laisse ten- faire. donc peut-être. la tendance serait peut-être maintenant, il faut peut-être se le mettre en tête que Comolli, en fait, il prolonge pas, quoi. Pas ouvert aux négociations, peut-être il fait une offre ou deux et puis après derrière il stoppe. Peut-être aussi. pas, peut-être qu'il est sur des cycles et que voilà. Après, Oro je sais avait pas. prolongé à l'arrivée de Redbird. Roy avait prolongé à Redbird, en effet. C'est le quiz déjà? Oui. D'accord, Tu as un point. merci. Tu devrais poser une question pertinente. Et Enchaînez, s'il vous après, moi, je pense que c'est un gars qui va revenir. Je sais pas, moi, j'ai. À Toulouse, en tout cas, oui. Peut-être pas Ouais, comme moi, joueur j'avais forcément, mais il pourrait l'impression vivre. que, Ouais, il s'était plus ici, le club, tout ça. Enfin, c'est. Moi, je sens qu'il va revenir. Alors, peut-être pas forcément comme entraîneur, ou. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, il va. Après, c'est un bon gars. Ouais. C'était quand même le chouchou de pas mal de supporters. Mm. Il a quand même su être apprécié. Moi, quand j'ai lu cette interview, ça m'a fait cet effet de. Parce qu'il parle à un moment quand il dit qu'il arrive et qu'il se fait prendre sous son aile par Amiens. Et qu'Amiens lui dit tu verras, c'est pas un gros. Enfin, c'est un petit Ouais. club, c'est un peu la merde, etc. Et j'ai l'impression qu'il arrive dans un petit club et il repart. les Enfin, jardins. d'un grand club, non, mais Bah, il a marqué il a, l'histoire aussi, ouais, hein. tu vois, il repart d'un club qu'il a fait grandir. Et Brèche a fait grandir ce club-là et dans les 3 premières années de Redbird, Brèche a été hyper important et ça sportivement ou quoi, on pourra jamais, ou humainement pardon, on pourra jamais lui enlever. Ouais. Et il restera, je pense, à jamais dans le cœur des supporters toulousains. Je pense C'est- pas qu'il y ait beaucoup de supporters qui n'aiment pas Brest, par Ouais, exemple. Non, mais même c'est lui, le avec capitaine de les l'histoire Bichoun, de cette période historique. hein. Ouais. Donc C'est c'est le capitaine représentatif. hein. des deux trophées. Donc, Ouais, non, ouais, il les a quand même soulevés tous les deux au Capitole et tout. Donc, ouais. On a Vas-y. Mikatis 99 et Cédric Cassan qui nous parlent du petit tacle pour Siro à la fin qui était un peu de trop. Voilà. Pour Cyrus, je l'ai pas en tête. Le tacle. Moi non plus, mais il y a plusieurs qui le Ok. relèvent, donc il doit être assez Non, il appuyé. dit que pour Siro, je crois qu'il dit qu'il n'est pas forcément titulaire pour l'instant et que pour être capitaine, voilà, il faut être titulaire. Il a écouté l'émission ce Mais matin bon, sur le débat. mais bon, quand il est arrivé, Brest, il n'était pas non plus titulaire à 100%, quoi. Après, il y a eu des blessures la aussi, il y a deuxième année, pas mal de choses. Mais bon, Non, c'est vrai qu'il y a après, quand même pas mal de des trucs. choses. On apprend des choses, on voit quand même, voilà, fait bon qu'un vestiaire, c'est pas tout. C'est pas tout lisse, mais c'est normal. voilà, hein. c'est sûr. Tous ceux qui ont été dans un normal, vestiaire de ouais. foot, C'est- même en c'est- district, le C'est savent. 30, hein. 30 paires de 1. Oui, oui, clairement. Voilà, il n'y a pas 30 cerveaux du coup. il Non. manque un, Oui. Donc forcément. Mais après, C'est très compliqué. sur l'histoire de Nicolaïsen, la conclusion, moi j'ai bien aimé, parce qu'en gros, fait, bon, ils lui ont pardonné, entre guillemets. Ouais. Et voilà, donc je trouvais ça classe de sa part, quoi. Ouais, bon, on va enchaîner. En tout cas, cette interview-là, retrouver sur le site de lesviolets.com. N'hésitez pas à aller la consulter, vous faire votre avis dessus. Le mercato, messieurs, nous avons Ratao qui devrait, je dis bien devrait, parce que ce n'est pas encore officiel, être transféré à Bahia, un club du Brésil qui appartient au City Group. Encore un de plus pour potentiellement 2,5 millions. Bon, c'était prévu son départ. Question très simple, que retiendrez-vous de ce joueur, sachant que il a 64 matchs, 19 buts, 6 passes décisives, une roulette lors de la 6e journée, un sombrero à la 12e et un double passement de jambes lors de la 33e journée et une chanson. Et une photo dans le virage avec Et des une photo d'un virage, pardon. Non, mais que retenez-vous de ce joueur? Nathan, vas-y. Un joueur attachant, mais qui n'avait pas forcément le niveau Ligue 1. Je pense que c'est celui qu'on attendait peut-être le plus physiquement. On disait, ouais, il va être prêt pour la Ligue 1. Il nous a un petit peu déçus par son rate-de-banc, par sa présence sur le terrain. Mais voilà, un joueur qu'on ne peut qu'aimer. Il arrive, il est au fond du seau au club. C'est une belle histoire, je trouve, qui se termine. Voilà, je trouve qu'il s'est refait en Ligue 2. Il nous a quand même régalé. Donc certes, des fois, il nous a un peu Emmerdé. il nous a un peu emmerdé. Il a fait qu'un an et demi, lui. Comment Ouais, il arrive à 2 ans, marquer de. Ah non, il fait janvier, exact. 2 ans et demi. Des amis. Ah, 2 ans et demi. Ouais, des fois avec ces gestes qui sont pas forcément, voilà, c'est un peu prévisible. Pour prendre les propos de Mehdi, t'as besoin de joueurs comme ça. Oui, mais après il nous a quand même, voilà, il nous a régalé. Puis voilà, on a besoin de joueurs comme ça aussi, joueurs attachants. Ces Donc, stats ouais, parce sont que- pas dégueux. Hein. Ouais.
Donc ce que je vais retenir, voilà, c'est le passage de joueur hyper sympa, qui a marqué, on se souviendra de lui aussi, que c'est le joueur de la montée en Ligue 2, enfin de la montée en Ligue 1, pardon. Voilà, donc on lui souhaite une bonne continuation au Brésil. Comme on disait, on a besoin d'un joueur comme ça, c'est un joueur divertissant. Donc il peut être autant agaçant que génial, il peut être capable d'éclairs de génie. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a quand même su par moments hausser son niveau de jeu. Il y a un moment où ça n'a pas duré longtemps, mais il y a 3-4 semaines, on avait une forme de dépendance à lui aussi, qu'on voyait vraiment la différence quand il était là ou quand il n'était pas là, qui a su se bouger aussi. Et moi, il y a une période, j'ai beaucoup aimé qu'il ait bien ses replis défensifs. Bon, des fois, c'est parce qu'il avait perdu la balle, donc il repliait pour la récupérer derrière. Mais il y avait une combativité, une hargne que j'aimais chez lui. Puis il y avait aussi tout ce côté festif aussi en dehors des matchs. On voit qu'il se régalait d'être là, quoi. Aussi, sur l'ambiance plutôt, on va La dire. joie de vivre brésilienne. Ouais. Ça faisait plaisir à voir. Enfin, je veux dire, on avait vécu quand même des années un peu pas terribles, donc voir ce genre de joueur, c'est bien aussi qu'on a un effectif. Ouais, Bon. moi, je vais le regretter. Tu vas le regretter ? Ouais, je vais le regretter. J'ai l'image dans le virage. Moi, je pense que, contrairement à d'autres, moi, je pense qu'il avait le niveau Ligue 1. Je pense aussi, ouais. Qu'il n'était pas forcément un titulaire indiscutable pour jouer les 8-10 premières places du classement, mais que c'était un joueur qui était capable de faire des choses, qui parfois était capable aussi de passer à travers, mais qui avait parfois une élégance dans ses gestes aussi, des coups de folie qui étaient juste beaux à voir et qui étaient sympas à voir. Donc parfois c'était un peu n'importe quoi. Mais... Ouais, voilà, un peu un foot, le foot du Brésil tout simplement. Ouais. Donc c'est quand même des trucs qu'on n'a pas eu forcément nous au TEF, l'habitude d'avoir ce côté sud-américain comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'était pas si mal. Moi, j'avoue que je vais un peu le regretter, surtout quand je vois le type qui est arrivé. La vie sera sûrement peut-être plus fort, mais j'aurais peut-être du mal à l'aimer autant. L'avis de Fabrice sur Facebook, un joueur sympathique, mais quand même une saison plutôt passable dans l'ensemble la saison dernière. On a Matteo qui était blessé et qui, je pense, a été vraiment impacté par ça. Quand on le voit, le Ratao de mémoire entre octobre et décembre, donc c'est décembre sa blessure si je dis pas de bêtises. Ouais. Il était en train de monter en régime et sa blessure lui a vraiment mis un frein. Après de là, est-ce qu'il avait vraiment comme tu dis niveau Ligue 1 top 8, non, mais il aurait pu faire le taf. Et moi j'ai beaucoup été chiant avec lui, mais parce que justement on sentait qu'il avait quelque chose et c'est pour ça qu'on était peut-être plus dur avec lui. Et je te rejoins quand on voit le nouveau Sissoko qui vient d'arriver, c'était son nom. Je sais pas. Mais il a l'air beaucoup plus fort. Enfin, moi je pense qu'il peut être techniquement oui, mais en football je suis pas sûr qu'il soit aussi mais fort. Je sais pas si on arrivera à avoir le même attachement. On verra. Puis au-delà de ça, des joueurs qui étaient redevables aussi du club, donc ils arrivent, en plus ils sont dans des situations difficiles, le club est dans une situation difficile, ils ont construit quelque chose ensemble aussi, donc ça va être difficile de retrouver ça avec les autres qui viennent d'arriver, quoi. Et puis techniquement, moi je trouve qu'il était bien quand même. Ah oui. Ça reste un bon joueur. Après, il avait des lacunes, mais il compensait par certains efforts physiques. Non, mais il fait partie du grand ménage. Quand il arrive, c'est la première année de Ligue 2, donc il arrive en janvier. Je veux dire, on n'avait jamais vu des joueurs comme ça à Toulouse depuis très longtemps. Et après, surtout, c'est un joueur qui avait l'air de ne pas faire chier, entre guillemets, dans le vestiaire, quoi. Au contraire, je pense. Voilà. Toujours de bonne humeur, toujours de... Il aurait pu tiquer sur la finale de la Coupe de France, il n'a rien dit, tu vois. Bon, il a été... Super état d'esprit. Ouais. Franck Magri a signé, s'est engagé pour 3 ans. Vous l'avez déjà plus ou moins annoncé la semaine dernière, mais là, ça y est, c'est officiel. Donc l'attaquant qui nous vient de Bastia, qui vient renforcer l'effectif. Oui. C'est bon. Comment ? Ouais, moi je suis deg. Franchement, je suis très très deg. Je pensais vraiment que ça tardait parce qu'on cherchait je vais être honnête avec vous, je pensais qu'on cherchait une petite collab avec Francky Vincent pour vas-y Francky c'est bon. Et non, on a eu un tag à la Messi. Franchement, la com masterclass jusqu'au bout, mais là très déçu. J'aurais aimé un Francky Vincent. Mais... Et l'arrivée en provenance de Madrid là, qu'on a vu cet après-midi, tu veux en parler ? La dernière news, vas-y. Ouais, c'est la pelouse. Oui. La pelouse la pelouse du stadium qui malheureusement a foiré, a pris les champignons, le mauvais temps, donc il va être changé. Donc elle sera directement recrutée par la Data. Histoire vraie en plus, c'est un cabinet conseil qui s'en occupe. Du côté de Madrid, qui sera libéré par Rouleau pour être installé. Par Rouleau ? Rouleau. Ah, excellent. Ok, d'accord. Rouleau il risque de moins jouer cette année. Donc voilà. Elle sera installée juste avant le match contre la Roma, puis sera changée après le dernier match de la Coupe du Monde de rugby pour qu'il y ait une nouvelle pelouse prête pour la Ligue 1. Et voilà pour nos news, on va passer au retour de match entre Norwich et le Toulouse Football Club. C'est parti.
120 minutes de pur bonheur que nous avons pu voir cet après-midi, ou pas. La composition de cette première mi-temps, c'était 3 mi-temps de 40 minutes. Nous avions Rest, Keben, Costa, Diarra, Suazo, Siro, Capitaine, Caceres, Jean-Roux, Abouklal, Onaou, Sissoko. En deuxième partie, Hogg, Dessler, Ro, Nicolaisen, Mawissa, Lamadi, Cerber, Zouliani, Bangré, Traoré ainsi que Haraj. Nous avons perdu 2-0 sur la troisième mi-temps, 2 coups de pied arrêtés. C'est un peu le gros point noir de notre TFC de cette prépa. Pas que. J'allais dire pas que de cette prépa. Mehdi, toi qui t'es spécialiste troisième mi-temps, on peut le dire. Qui a regardé ce match avec attention cet après-midi. Oui, Qu'as-tu pensé? Attention. Est-ce que tu es inquiet? Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est quelque chose qui prend du temps, parce que j'ai envie de moi encore de faire confiance. Voilà, les 4 matchs de prépa, franchement, oui. On va laisser largement du temps, etc. Mais plus sur la fin de ta prépa. Le problème, c'est que je pense que peut-être que les choses bien, pour l'instant, hein, c'est au-delà de mes compétences footballistiques. Voilà, je pense que j'ai peut-être pas le niveau pour voir les choses qui sont bien faites et la progression, etc. Ou alors c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux 30-45 minutes contre le Werder, jusqu'au même partout, où au moins il y avait un peu de jeu. Ils sont très très bonnes. Voilà, après aujourd'hui, alors déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont choisi de faire un format un peu particulier, le 3x40, de mixer les équipes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une équipe type, même si ça a un peu tourné sur la fin, etc. Mais je veux dire, ça avait encore tourné par rapport au match précédent. Il y a pas, je pense que lors des 2 derniers matchs, on verra vraiment l'équipe qui démarrera le championnat. Donc c'était un peu bâtard là-dessus, quoi. Pour te couper, la première mi-temps du Werder, je pense que ce qui se ressemble le plus à ce qu'on peut potentiellement avoir en Ligue 1, un ou deux près. Tu avais du Hogg, Suazo, Nicolaisen, Costa, Dessler, Siro, Caceres, Jean, Sissoko, Bangré, Onaou. Tu remplaces un Dalingra par Ado. S'il est toujours là, Abouklal par Bangré. Et Rouault s'il reste, s'il est au niveau Costa. Mais dans l'idée, c'est ce qui ressemble le plus. Là, tu avais autre chose pour Norwich. Non, mais c'est surtout ce qu'on disait. Création d'occasion, rien. C'est du jeu alors je pense que c'est le début. Moi je me dis que c'est ça. C'est le début du jeu de position que Carles veut mettre en place. Et donc voilà, on travaille pour l'instant les positionnements, etc. Mais qu'on n'a pas encore ajouté le reste, le mouvement, certains déplacements, etc. Et que c'est pour ça qu'on n'est pas prêt. Mais il fait un fou. Ouais, moi, je suis désolé, mais c'est franchement compliqué. Et puis j'adore Denis Genreau, franchement c'est un très très bon joueur. Mais en 10 c'est compliqué au niveau créativité. Il bouge beaucoup, il fait plein de choses, il est assez propre. J'ai du mal à sentir ce truc en plus pour jouer à ce poste-là, parce que on en déplace à certains, on joue en 4-2-3-1 et pas forcément en 4-3-3. Voilà, on a décidé des jeux comme ça, je pense que c'est fait pour Gelabert justement, pour qu'il puisse jouer numéro 10. J'allais dire, à la limite, le milieu marche à peu près, Siro ça va à peu près, mais puis franchement... Siro Caceres, ça n'a pas l'air dégueulasse quand même quand on voit les matchs qu'ils font. Il y a du déchet, c'est pas encore prêt, il n'y a pas d'automatisme, mais on est sur des matchs de prépa, mais on voit des trucs différents aussi d'un match à l'autre. Contre le Werder, par exemple, on voyait les latéraux qui venaient beaucoup à l'intérieur du jeu. Là, on l'a moins vu aujourd'hui. Suazo a beaucoup joué à l'intérieur du jeu. Et d'ailleurs, je pense que ça lui va bien de jouer à ce poste-là, parce que comme il a joué aussi au milieu, il est capable de le faire, etc. Ça marchait pas mal. Donc voilà, peut-être qu'il y a encore des tests, des réglages, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, on sait, c'est des matchs de prépa, la plupart du temps c'est chiant, etc. Mais effectivement, c'est extrêmement chiant. Cet après-midi, il était particulièrement chiant. Voilà. Après, une partie du match, tu fais 0-0. Est-ce que tu es à la hauteur de l'équipe, ou est-ce que c'était vraiment. Oui, mais alors. Est-ce que tu sentais Norwich, par exemple, plus près dans sa préparation, ou c'était similaire dans les premiers 40, tu as la maîtrise, et moi, je note et je vois en me disant, on joue un adversaire plus faible, et par rapport aux autres matchs, on va avoir un match où on aura totalement la maîtrise. Ce qui est à peu près le cas jusqu'au changement, et où il y a beaucoup de. La 60e, là. Ouais, même pour l'avant, mais voilà, où il y a beaucoup de pitchounes qui rentrent. Et même au début du deuxième tiers-temps, on était un peu moins bien. Et puis après, petit à petit, c'est Norwich qui a pris le dessus. Donc on peut se dire que sur l'équipe qui a démarré, etc., ça allait à peu près. Mais on ne se crée pas grand-chose encore. Tu perds avec l'équipe réserve, quoi, presque dans le. Oui. À part Hogg, Nicolaisen et Rouault, le reste c'est que de l'N2. Tu vois, Abouklal, c'était sa reprise, il n'a pas fait une seule différence. Sissoko, il est mignon, il fait des passements de jambes, des roulettes, etc. Il a des crampons roses. Mais il est jeune. Le nouveau chouchou.
Chouchou, c'est Zuliani. Il a tellement de volonté, il est puissant, il passe devant, mais putain, mais il est hyper frustrant. Voilà. Il est très jeune aussi. Il est hyper jeune, il peut être hyper fort. Tu le sens que ce mec-là, il peut être mais tellement fort. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, il est tellement brouillon que parfois c'est compliqué. Quoi. En Coupe d'Europe face à La Rochelle, il va être terrible dans la mêlée. Ah pardon, excuse-moi. Non, très de plaisanterie. Moi, je te rejoins sur la création d'occasion. Et moi, ça me fait très peur. Ado, il touche pas une bille dans la surface. Je l'aime. Hein. C'est la première fois que je veux dire ça. Compliqué. Il est cataclysmique. Oui, il est compliqué. Mais en même temps, il a pas un ballon dans la surface correcte. Voilà, c'est aussi. Il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Moi, je vais mettre le. Enfin, Vincent, après, je vais venir vers toi. Il y a juste Costa dira pas si mal. Il y a ce côté de création d'occasion. L'année dernière, sous Philippe Montagnier, il y a des fois où il y avait des matchs, on ne marquait pas, mais on se créait énormément d'occasions et c'était frustrant parce que tu loupais. Là, sur ce qu'on a vu, typiquement, et je parle exclusivement du match de Norwich, face à Norwich, c'est un jeu de position où tu repars vers l'arrière. Et à un moment donné, d'ailleurs, on a regardé le match ensemble avec Mehdi et Vincent. Je dis, mais putain, mais on fait que jouer vers l'arrière, on ne va pas une seule fois vers l'avant. Et dès que tu cherches une passe vers l'avant, c'est pour casser une ligne, c'est des passes limite impossibles ou très compliquées. Et ça, là tu vois, je ne suis pas inquiet parce que c'est des matchs de prépa. Et puis ça manque d'automatisme aussi, donc il faut du travail. Il y a du temps. Et je rejoins aussi un peu ce que disait Fred, c'est qu'on a un entraîneur aussi qui est très intellectuel et qu'il faut que les joueurs aussi aient cette intelligence tactique et ce QI foot pour comprendre tout ça. Et je pense que l'assimilation de toutes ces consignes, ça se fait pas en 15 jours ou en 3 semaines ou un stage en Autriche en 5 jours. On va voir vraiment la patte Carles du coach dans 2 ou 3 mois. Mais putain, de pas avoir de pas se créer d'occasion et d'être aussi peu dangereux et aussi pauvre, waouh, tu te dis quand même. Je pense, et là redescendons après ce qu'on a dit, acceptons que pendant un moment peut-être ça sera très compliqué. C'est pas forcément que le coach, etc. C'est une adaptation. Ce qui est en train de se passer, moi je pensais pas autant le dire, mais plus ça avance et plus je tombe aussi là-dedans. Irati Boistou, on va repartir de zéro. C'est impressionnant. Et je pense qu'aussi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, Siro il remplace Van den Boomen. Qui c'est qu'il y a d'autre, tel joueur il va remplacer. Non, je pense qu'on va changer tellement de manière de jouer qu'on ne pourra plus penser les postes et les joueurs que l'on a de la même manière. On part sur un nouveau TFC. C'est ça, donc ça va nous bousculer. Est-ce que ça sera positif, négatif, ça j'ai pas la réponse, mais je pense que sur ce côté-là on va être patient. On va se faire bouger, il y a de la patience. Dans quelques minutes on va recevoir Nicolas pour le débat sur la multipropriété, mais on va terminer sur ce retour de match. Fred, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Moi, je pense que là, on est en phase. Alors, si tu veux jouer, si tu veux te créer des occasions, si tu veux créer du mouvement, il faut que tu sois donc en forme physiquement. Oui, ça aussi, oui. Et là, on est en prépa physique. Voilà. Donc, on est en prépa physique, c'est lourd, tu reviens de vacances, c'est des charges intenses. Donc, presque à la limite, les matchs, c'est presque du décrassage, quoi. Donc, le stage va finaliser cette prépa physique. Après, moi, je nous laisse du temps parce que le mercato, c'est jusqu'au 1er septembre. Donc, il y a des joueurs qui vont partir la veille ou l'avant-veille, qui vont commencer la saison avec nous, qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Sur les jeunes, il ne faut pas leur tomber dessus. C'est surtout pas leur rendre service, quoi. Non. Donc, ils sont là pour se faire les dents. Ça leur fait du bien. C'est compliqué, mais c'est normal. On n'est pas un club comme Arsenal ou d'autres qui avons des jeunes de qualité de niveau européen. Voilà, donc il faut. Voilà, c'est... En tout cas, pas directement. Voilà. Ils aspirent certains à le devenir. Pas à leur âge, quoi, en tout cas. Mais il y a d'énormes qualités. Les jeunes qui ont galéré physiquement, il y a quand même des gamins, les 2005, là, on voit que. Mais ça leur fait du bien, Mehdi. C'est, voilà. Il découvre les choses. Il est en train de tester tout le monde aussi. Il est vraiment en train d'essayer de voir sur qui pourra compter. Et peut-être de tous ces gars qui étaient titulaires en deuxième, troisième partie de match, tu n'as peut-être que un, voire peut-être deux, qui vont se démarquer cette saison. Oui, je parle de cette saison. Ils sont tellement jeunes que tu en auras peut-être un ou deux la saison d'après. Oui, non, je parle de cette saison. Comme chaque année. Par contre, il y a un prêt de développement qui a bien marché. Bangré. Il semblerait que Mamadi Bangré soit bien revenu. Moi, je préfère que les jeunes de la N2, là, parce qu'ils vont y retourner, ils jouent contre le Verder, contre Norwich, plutôt que contre Castanet, Legevin. D'ailleurs, match de la réserve Blagnac vendredi. On n'a pas donné en news. Il y a premier match amical vendredi à Blagnac, à Andromède à 20h. Juste Vincent et après toi. Pas mal de réactions sur les réseaux sociaux sur ce match. Nasser Quinn qui nous dit que
Pour le moment, le 11 de départ n'a toujours pas perdu. Lucas nous dit encore une fois, je retiens le match des titulaires et ils ont fait un match correct. Ce match est moins bien que la première mi-temps contre le Werder, mais il y a eu des bonnes choses. On a Jeff Aka qui sur Twitch qui nous dit: j'étais au match, le coach attend de nouveaux joueurs. Pour lui, ne comptait que les 40 premières minutes. Fabrice nous dit: je ne vais pas faire mon casa, mais j'ai quand même vu de belles choses. On a un petit débat alors le pseudonyme prononçable, je suis désolé, PHNM Naussi qui nous dit Rest doit commencer la saison titulaire pour lui. Oh, non. On a Serkin qui nous dit après si on doit faire un football espagnol, il faut beaucoup de temps, je pense. Julien nous dit cette équipe a perdu en talent mais surtout en personnalité pour lui. Bernard nous dit on fait 30 bonnes minutes contre Werder, aujourd'hui 40 minutes intéressantes avec l'équipe quasi type. Après c'est le néant, les jeunes sont en dessous par Bangré qui postulera pour avoir beaucoup de temps de jeu. Et quelques autres avis, on a aussi Saka et d'autres qui revenaient dessus, Bakar TBD qui parlait de Rouault qui a un niveau assez lointain de ce qu'il connaissait. Parlons-en un petit peu d'Anthony. Je voulais parler de la friabilité défensive, justement. Après, voilà, il y a quand même des bonnes choses qu'on a vues dans le match, mais dans les matchs. Dans les matchs de prépa. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on prend quasiment toujours les mêmes buts dans l'axe. Coup de pied arrêté aussi. Oui. Donc, effectivement, après, bon, faut pas s'enflammer non plus. Mais c'était sur la fin, c'est les jeunes. Radji se fait manger. Ouais. Roux, on en parle un peu de Roux. Je vais même rajouter dans le lot. Par rapport à ce match-là, est-ce que vous avez vu la charnière centrale aujourd'hui? Laquelle? Celle qui a joué le Diarra Costa. Tu penses qu'on va partir avec ça? Ben non, j'arrive pas à y croire, mais Costa. Costa, oui. Diarra, non, mais Costa, je pense. Ça relance correctement, il est capable de faire les transversales pied gauche, moi ce que je ne pensais pas, mais il a vraiment des qualités. Et Diarra, à son poste, oui. À son poste, est capable de faire des choses et j'ai l'impression qu'il progresse. Moi, je pensais que son potentiel et son plafond étaient peut-être atteints et pas si élevés que ça, etc. Et il est en train de petit à petit de me surprendre. Alors bon, de là peut-être à prendre la place de Nicolas Hyssen, je n'en sais rien et pour l'instant je dirais que non. Mais en tout cas aujourd'hui, par exemple, ça a bien marché, ça marche correctement, même s'il a eu 1 ou 2 heures de placement encore. Sur les dernières minutes là qu'on a, Rouault, il y a quand même un fait qu'on a, c'est qu'il débute, si je me rappelle bien, face à Andorre où on fait 0-0, il débute en deuxième mi-temps donc avec l'autre groupe. Au Werder, il rentre qu'à la 60e. Là, il débute encore en deuxième mi-temps. Costa, pour le moment, j'ai l'impression que Costa est en train de lui passer devant. Est-ce que c'est parce qu'il est potentiellement sur un départ, il lui reste un an de contrat, comme Olia l'a très bien dit, c'est où il prolonge, où il s'en va, etc. On ne sait pas trop dans la tête qu'est-ce qu'il a, etc. Mais en plus de ça, quand on regarde ses perfs, elles sont pas bonnes. Elles sont clairement pas bonnes. On a quand même un Anthony Roux qui est pas un de nos meilleurs défenseurs, mais celui qui est un titulaire, un titulaire, voilà. Et qui là plonge totalement. Donc de dynamique totalement opposée, quoi. Ouais. Que faire avec Anthony Roux, les gars? C'est dur, hein. Merci. C'est franchement très compliqué. Partagé entre le côté, si tu veux le vendre, il faut quand même le faire jouer pour le montrer qu'il est quand même en condition. Pour pouvoir, c'est du business. Et de notre côté, il est quand même en dessous et tu as envie de démarrer tes titulaires. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je serais pour le vendre, ouais. Parce que je pense que ça fait un de plus, quoi. Putain, la liste est longue. Déjà qu'on a des rumeurs sur Shaibi, on va pas forcément parler. C'est des rumeurs, ça veut dire que tu enlèverais Shaibi. En fait, on part vraiment, comme l'a dit Mehdi, c'est un nouveau 11. Et là même, Nicolas Hyssen est en balance. Non, mais Rouault, vous l'avez rencontré en interview. Est-ce qu'il va être prêt à accepter un rôle de remplaçant? Non. Voilà. Je pense pas. Donc, oui, mais est-ce qu'il serait capable d'aller jusqu'au clash avec le club? Je pense pas non plus. Donc Costa, moi à mon avis, il est programmé pour être titulaire cette année. Avec Nicolas Hyssen? Nicolas Hyssen aussi. Donc Rouault est remplaçant. Non, pas possible. Rouault s'en va. Non, mais je veux dire, si on le garde, tu le prolonges et tu le mets remplaçant? Non, tu le détruis totalement si tu fais ça, quoi. Non. Moi, c'est soit tu moi je t'ai dit, moi je t'ai dit que j'étais pour le vendre. Ouais. Que c'est le moment de s'en séparer, quoi. Ouais. Parce qu'il n'acceptera pas un rôle de remplaçant. Et parce que je pense que ce n'est pas un remplaçant même. Voilà. Enfin, il ne doit pas être remplaçant. Enfin, je sais pas comment le dire. Peut-être qu'il est un peu comme Rhys. Alors j'ai le même sentiment au TF1. Ouais, mais j'ai le même sentiment un petit peu que ce qui est arrivé à Bafodé Diakité. C'est-à-dire que Bafodé Diakité a été un solide pendant 1 an et demi, 2 ans quand il a percé, etc. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où il est transféré à Lille. Lille qui va jouer la Coupe d'Europe quand même, et dans cette équipe-là, il est titulaire. Il joue en Ligue 2, il jouait pas forcément. Il était moins bien. Et j'ai l'impression que peut-être
crise de croissance d'Anthony Rouault, qui voilà, peut-être. Moi, j'aimerais bien que tous les pitchouns restent pendant 15 ans. Oui, peut-être c'est limite, ses copains qui sont bons aussi. Ses copains qui sont bons, qui réussissent ailleurs, peut-être que ça lui donne des hommes d'ailleurs aussi. Il a besoin aussi d'autres choses et de passer le cap parce qu'il a tellement de qualité que je peux pas croire qu'il est complètement enterré comme ça. Et après, Mehdi, il a commencé à baisser à quelle période ? Janvier, quand la première rumeur de transfert sont arrivées. Et quand Carles Novel est arrivé. Oui, il y a ça aussi, ouais. Alors, je sais pas, peut-être que voilà. Oui, moins adapté, je sais pas. Et puis, ce serait stopper Costa aussi dans sa progression. Donc, non, mais Costa, moi, je pense que c'est sûr qu'il va être titulaire cette année. Je vois pas rester un an de plus en doublure de Rouault, quoi. Juste pour terminer ce débat et même plus long dans la préparation, puisqu'on va enchaîner avec notre premier invité, c'était un commentaire qui m'a trouvé intéressant sur Twitch de Andy 231 qui nous dit ne pas minimiser l'intensité d'un stage avec certainement des séances doublées. Clairement. Je pense que la différence entre la première contre le Werder et aujourd'hui n'est pas anodine. C'est le cas pour tout le monde, de toute façon. Bien sûr. On est en stage, on est en prépa, on n'est pas en train de leur cracher dessus, on analyse en essayant d'être le plus objectif possible, d'essayer de trouver des petites pistes. Après, je l'ai dit, t'étais pas dans la voiture, toi, mais je l'ai dit à Vincent dans la voiture tout à l'heure en venant à la radio, c'est de la prépa. On peut tous les perdre, les matchs de préparation. Moi, je m'en bats les couilles. Strasbourg les avait tous gagnés l'année dernière. Et c'était catastrophique. On a fait des super prépas aussi. On a terminé 15e championnat. Ça veut rien dire. On est sur de la prépa, on prépare notre saison. Ce qui est important, c'est le 13 août, la première journée de championnat, et ce qui se passera sur les 10 premières journées. Et là, on dressera un premier bilan. Mais il y a quand même des indices, des pistes, des machins, et c'est ce qu'on essaye, on va dire, de voir. Voilà. Pour le moment, moi j'ai envie de dire pas de panique. D'ailleurs, ce sont que des résultats et ça ne veut rien dire. Ouais, absolument. Messieurs, il nous reste 2 matchs de prépa. Il y en aura un qui sera samedi, qui se déroulera à Tarbes contre le FC Osasuna. Donc ça sera à 11h au stade de Tarbes. Normalement, là, ok. Normalement, toute l'équipe sera là, hormis Fred qui sera en Espagne. Donc voilà, ça se passera à 11h. Le dernier match sera contre la Roma le dimanche 6 août à 19h30. On a déjà plus de 15 000 places qui ont été vendues. Et maintenant, messieurs, dames, on va enchaîner avec notre débat sur la multipropriété des clubs où on recevra aussi Nicolas Kismartov. Rentré, je m'en roule, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Et voilà, notre débat tant attendu par Fred et Mehdi, ça fait 3 semaines qu'ils me le réclament. J'ai dû les couper il y a 2 semaines et je vous ai dit, ils m'ont failli me taper en sortant de la radio, mais ça y est, il est là, ce débat, et on a un spécialiste. Juste, on est bien rassuré, Fred est là, il a oublié un jingle. Alors, je sais même... Mais j'espère que c'est comme ça qu'on t'aime. J'espère que la transition téléphone direct c'est bien faite. Ouais, on l'entend, donc c'est parfait. Non, c'est nickel, c'est nickel. On va le recevoir. C'est Nicolas, journaliste sportif de la revue FSGT, qui écrit aussi pour SoFoot. Il est aussi l'auteur du livre Qatar, le mondial de la honte. Bonsoir Nicolas, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Merci à toi d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu présent pour ce débat qui est, on va dire, un petit peu lourd. Oui, effectivement, surtout pour vous à Toulouse. Ouais. On avait besoin d'un spécialiste, on va pas se mentir. Ça fait des semaines qu'on veut le faire, on voulait à tout prix avoir quelqu'un et du coup c'était toi. Et du coup on va parler de la multipropriété ce soir. Juste, on va se remettre un petit peu dans le contexte, messieurs, juste avant de commencer et de poser des questions, sauf que je me suis perdu dans mes fiches, je ne sais pas ce que tu as rajouté, mais c'est pas grave. Donc, alors, on est arrivé le 29 avril, messieurs, où nous gagnons la Coupe de France 5-1 face au FC Nantes, et ça c'est toujours bon de le rappeler. On se posait la question, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude à Toulouse, est-ce qu'on va pouvoir jouer la Coupe d'Europe ? Sur le papier, oui, puisqu'on vient de gagner la Coupe de France, et ça nous qualifie automatiquement dans une phase de poule d'Europa League. Néanmoins, comme Redbird, qui est notre fonds d'investissement, a aussi des parts depuis juin 2022 dans l'AC Milan, et que l'AC Milan s'est qualifié en phase de poule de Ligue des Champions, donc potentiellement qui peut se retrouver en Ligue Europa, il y avait un petit conflit d'intérêts. Donc, actuellement, l'UEFA, ce qu'elle dit, c'est que ce principe est totalement interdit à l'échelle européenne. Donc, un même propriétaire n'a pas le droit de détenir plusieurs clubs participant à une compétition continentale. Donc, on était un petit peu dans le flou. Déjà, Nicolas, pour tout le monde, parce qu'on va essayer de faire les choses un petit peu simples, qu'est-ce que la multipropriété dans le football ? C'est assez simple, c'est quand
un même propriétaire, que ça soit une personne à la tête d'un fonds ou d'une entreprise, exemple Textor, donc qui possède l'Olympique de Lyonnais, mais aussi Botafogo au Brésil et Molenbeek en Belgique, ou un fonds de pension ou quelque autre structure équivalente possède la majorité des parts dans plusieurs clubs de football. Alors cette multipropriété, elle s'est développée ces dernières années au regard de l'évolution de l'économie du football, et avec une nouvelle logique qui est de faire de l'argent, ce qui était dans les modes d'investissement dans le football pas forcément la première préoccupation de ceux qui investissaient, y compris des gens comme le Qatar. On est d'accord qu'il existe plusieurs types de multipropriétés. Nous, par exemple, c'est un fonds d'investissement. Textor, je crois que c'est sa société. C'est sa société. Je ne dis pas de bêtises. Ahmed Schiffer à Clermont, c'est son argent personnel. Enfin, voilà, on a aussi du Gérard Lopez à Bordeaux. Enfin, on a pas mal d'exemples. Il y a des structures comme Ineos qui possèdent Nice, voilà, donc et donc votre cas de figure, les fonds de pension, c'est quelque chose qui est peut-être la logique la plus dominante à long terme, c'est-à-dire que les fonds de pension génèrent des sommes d'argent énormes et ils peuvent éventuellement investir dans plusieurs clubs en même temps pour essayer de faire fructifier. L'investissement en fonds personnels est quelque chose de plus exceptionnel, ou alors vous avez cette logique, excusez-moi, que vous trouviez par exemple avec les États du Golfe, où là on est sur une autre dimension, que ce soit à City ou avec le Qatar, même si on reviendra dessus. Mais City même avait multiplié les franchises. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a un club de City, enfin un équivalent de City à New York par exemple. Ouais, donc, voilà, on les a sous les yeux là. On a Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama, Montevideo, Gijón, Guangzhou en Chine, Mumbai en Inde. Alors après, je les ai plus. Palerme aussi en Italie. Ils sont sur les 5 continents en fait. Ouais, ils sont partout. Eux, c'est vraiment ceux qui ont le plus gros, avec l'univers Red Bull aussi. Ouais, c'est Red Bull. Par exemple, là, on est sur une entreprise marque qui, par ailleurs, avec la logique de développer, développer sa marque, et d'ailleurs, elle a été confrontée à ce problème équivalent à celui de Toulouse il y a quelques années pour un de ces clubs, et ils ont dû faire des arrangements. On viendra peut-être dans la discussion dans le bureau et le comité d'organisation de la structure financière de l'entreprise, du club, pour régler le problème. La multipropriété, c'est un phénomène qui va de plus en plus se développer parce que l'économie du football est en train de changer radicalement, et que les acteurs économiques qui peuvent y investir aussi sont en train de changer à la fois de dimension et de nature. Et ça veut dire qu'on n'a pas le choix, que c'est inéluctable cette transition-là, et qu'il n'y a pas d'autre moyen, que le foot va vers ça? Après, c'est comment nous on peut l'empêcher? C'est votre capitalisme. Dans ce cas-là, je rigole, mais c'est à pas loin d'être ça. C'est-à-dire que le football est entré de plus en plus dans des logiques que j'explique financières et construction de son financement économique qui sont de plus en plus capitalistes, avec de plus en plus la perspective de faire des profits, ce qui est quelque chose d'assez nouveau et qu'on a vu apparaître aussi avec le marché des transferts de joueurs. C'est une logique qui est en train de se multiplier parce que ça coûte très cher, les clubs de football, et à part des exceptions, vous prenez à Rennes, etc., vous pouvez avoir des propriétaires à l'ancienne, des grands patrons qui veulent avoir leur club de foot par passion, par amour, ou pour rayonner dans leur région, parfois par intérêt. C'est une perspective qui, en tout cas dans les grands championnats, va disparaître. Avec en plus l'idée de, entre guillemets, mais c'est ça les risques principaux de la multipropriété, bien davantage à mes yeux que la question de compétitivité ou de match arrangé, c'est l'idée qu'on va créer des hiérarchies définitives. C'est-à-dire qu'on voit bien que la Ligue 1, dans ces histoires de multipropriété, les clubs français sont plutôt les seconds ou les troisième couteaux, ou sont dans les étages inférieurs de la pyramide en question. Et c'est plutôt ce type de risque qui risque de conduire en fait à avoir des clubs phares, et avec une série de petites succursales réparties dans le monde, et au détriment à la fois de l'histoire de ces clubs et de leur capacité à construire des projets sportifs compétitifs. D'ailleurs, en France, comme ça, en termes de nombre, on a quand même, en termes de multipropriété, on a Lens qui est sous multipropriété, le Red Star, nous avons Nancy, nous avons Troyes bien sûr, Châteauroux, le Clermont Foot, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Monaco et récemment Strasbourg.
ce qui est quand même pas rien. Je vous ai cité à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubs de Ligue 1. Non, Bordeaux sont pas Ligue 1, pardon. 6 clubs de Ligue 1. On est quand même, c'est quand même assez, assez nombreux. Et la majorité sous pavillon américain, quoi. Pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de pavillons américains parce que c'est la logique des fonds de pension, etc. Il y a aussi la logique des États du Golfe qui ont d'autres perspectives et d'autres fonds et qui ont aussi beaucoup d'argent. Voilà, mais on voit qu'ils sont capables d'investir dans des clubs comme le Red Star. A priori, ça peut sembler absurde pour eux, mais on voit très bien qu'ils ont vu, c'est un club qui s'est fait à Paris, qui va avoir un nouveau stade, c'est souvent des investissements qui leur coûtent très peu cher au regard de ce qu'ils espèrent faire comme bénéfice, et ils ont souvent derrière, dans ces logiques-là, des perspectives qui ne sont pas liées qu'au football. Alors, évidemment, les échanges de joueurs, le fonctionnement d'un circuit fermé, tout ça pour les transferts, mais il se trouve aussi des questions d'investissement immobilier, etc. Par exemple, Textor, il a fait fortune là-dedans au départ. Donc pas Textor, Makers qui avait acheté l'OM. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui fonctionnent avec des perspectives très différentes de ce qu'on a connu par le passé. Il y a vraiment l'idée de faire de l'argent à travers le football, alors qu'on faisait, à travers le football, on avait plus tendance à récupérer des bénéfices indirects à travers l'influence dans la société ou auprès de l'État. Ça permettait d'avoir une espèce de rayonnement. Ça coûtait cher, mais il y avait des retours sur investissement, ce qui était le cas de la logique Qatari au PSG au départ. Mais là, on est en train de voir apparaître, une autre logique de développement avec les multipropriétés et qui, je répète, ce qui est le plus dangereux, c'est pas ce que l'UEFA prétend empêcher, c'est qu'il y ait des arrangements entre les clubs. C'est si jamais ils se rencontrent l'un contre l'autre, c'est davantage de voir l'identité et la spécificité d'un grand nombre de clubs, que ça soit Botafogo au Brésil ou vous Toulouse en France, être progressivement relégué au second, au troisième plan par rapport à juste des enjeux plus de fond, et ça peut se traduire aussi bien par le fait de transférer des joueurs selon les nécessités du moment que de renommer le club, etc. C'est ça que moi je trouve de plus dangereux pour le foot en termes d'objets social, culturel, sans rentrer dans des grandes considérations, que d'imaginer. Moi je pense pas, par exemple, si un jour Toulouse avait rencontré le Milan AC en Europa League, si jamais le Milan AC avait foiré sa campagne européenne, je pense pas qu'il y aurait une match arrangée. Je pense pas ça en fait. Ni de part et d'autre, il n'y a pas besoin. Mais c'est vraiment d'autres logiques qui sont menaçantes. Mais une fois encore, l'UEFA... vous êtes personne n'est dupe. D'abord, ils ferment les yeux 3/4 du temps. Ensuite, ce qui les intéresse, c'est que Justement, pour revenir, nous à Toulouse, quand même, l'UEFA à la base, on sait qu'il y a la jurisprudence des clubs Red Bull, mais on était quand même un peu inquiet en tant que supporter toulousain. On s'est quand même dit que normalement, dans les règles, deux clubs qui ont le même propriétaire ne peuvent pas jouer la même Coupe d'Europe, et pourtant c'est le cas. Qu'est-ce qui est demandé par l'UEFA pour justement contourner tout ça, parce que clairement, en gros, on essaye de négocier un contournement pour que ça se voit pas trop, quoi. Oui, de toute façon, ce que veut l'UEFA, c'est que les apparences soient sauves. Voilà, pour résumer, en gros, il faut changer la composition du bureau, des pourcentages qui possède quoi, et ça permet généralement ça leur donne le prétexte d'autoriser ce qu'ils avaient fait avec Leipzig, alors que tout le monde sait qui est derrière. Donc il se passe, je pense, j'ai pas les détails en tête de ce qui s'est fait, mais vraiment on a changé une nouvelle personne du bureau. On a tout le bureau qui a démissionné. Gary Cardinal, Cardinal. C'était là, je parlais de Leipzig en fait. Je ne sais plus comment ils avaient géré Leipzig, mais chez vous, oui. C'est une question d'apparat. C'est de la magouille administrative, quoi. C'est juste des noms sur un papier. Mais parce que si vous voulez interdire la multipropriété, l'UEFA, ils ont des vrais outils. Ils décident que si il y a que tout club qui a deux propriétaires, s'il y a deux clubs ont les mêmes propriétaires, il y a un seul des deux qui peut jouer les Coupes d'Europe, point. Ils décident ça, évidemment, il n'y aura plus de copropriété, multipropriété, personne ne va investir. Surtout que ça existait, ça déjà, Nicolas. Je veux dire, l'article 5 existait déjà. Donc, c'est quoi l'article 5 ? C'était l'article 5 de l'UEFA qui disait que deux clubs ne pouvaient pas appartenir au même propriétaire dans une même compétition européenne. Oui, mais ça existait déjà, et c'est comme tout, ça a été contourné alors par des subterfuges grossiers, quoi, on va dire, parce qu'en fait, on sait tous que c'est de la magouille, quoi. C'est tellement grossier, quoi. On sait bien que Redbird est chez nous, on sait bien que Redbird est au Milan AC. Voilà.
Mais après, moi, le danger, alors moi, je pourrais rajouter comme danger également, et on le voit que ça commence à poindre, sur des transferts. C'est-à-dire que tu as des transferts entre deux clubs partenaires, des transferts au montant un peu gonflé. Genre Jeffinho à l'OL pour 10 millions. Ouais, ou tu as Saint-Maximin, je crois, qui va partir de Newcastle en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite finance Newcastle. Voilà, donc on peut déboucher sur des choses comme ça. Après, moi, à terme, ça va être... moi, je pense que le gros danger, entre guillemets, c'est que chaque personne, chaque supporter... quel va être le degré d'acceptation de ça. Parce que, comme dit Nicolas, on va aller vers des choses qu'on n'a jamais connues en termes de compétition, en termes de tout, quoi. C'est un gros bouleversement qui se profile. Un vrai club de foot, quoi. Au-delà de ça, la question, c'est qu'on ne va pas être naïf. On a déjà eu des changements de propriétaires à tête des clubs. On a déjà vu pour l'histoire des transferts, oui, effectivement, ça va amplifier un phénomène qui est de plus en plus réel. C'est que le marché des transferts est devenu un espace de magouille enfin, magouille étant un terme un peu gentillet, parce que c'est devenu un lieu où les joueurs se font échanger. Il y a des agents, il y a des histoires de gonflement, des rétroactifs, il y a régulièrement des procès, des banques. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément que lié à une petite propriété. La mobilité va permettre une boucle. Ça va faire au sein du même club, club qui appartiennent aux mêmes personnes. Après, il y aura d'autres logiques, celle de un joueur qui ne marche pas, je sais pas un exemple, un joueur qui ne marcherait pas à Chelsea, on transfère à Strasbourg pour s'en débarrasser, pour essayer de le relancer dans un championnat entre guillemets inférieur. Voilà, on va arriver dans ces logiques-là. La vraie question, oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça signifie maintenant, qu'est-ce que ça signifie ces clubs qui vont devenir de plus en plus, entre guillemets, et je mets vraiment des guillemets pour des franchises, c'est-à-dire que ce que fait City va devenir une logique de plus en plus développée. Ça fait avec des clubs en synergie. On a vu à Nice, quand il y a eu l'histoire de Galtier, que ça se négocie, ça se réglait avec Ineos, qui était loin, Ineos. Il y avait il y a des clubs, dans des clubs, il va y avoir des représentants du groupe qui dirige, et il y aura un président, et ça va être un micmac. Et après, tu as raison, sur l'identité des clubs. Pour l'instant, ils n'ont pas trop touché à des clubs historiques, parce qu'ils n'ont pas changé le nom de grands clubs, parce que Leipzig est une création, mais qu'est-ce qu'il a ? La logique City, par exemple, c'est intéressante. Ils ont vraiment créé un nombre de clubs avec le même nom à la fin. Qu'est-ce que tu fais ? Dans quelle logique, dans quelle perspective tu te situes quand tu trouves pas ça, quoi. Le football est en train de se franchiser, en fait. Enfin, si on suit un peu la logique. Après, il y a une réalité économique, c'est devenu un tel monstre économique que les gens qui sont capables d'investir aujourd'hui, ça s'est réduit en termes d'acteurs. Donc on est dépendant de l'économie du football, mais on est d'accord que ce football, il y a quand même une bulle spéculative qui à un moment donné risque d'exploser aussi. Elle va pas... Mais cette bulle spéculative, ça fait des années qu'on nous annonce qu'elle va exploser. Moi, je suis très avec d'autres personnes. Là, par exemple, je me réfère à des spécialistes, des économistes comme Pierre Rondeau ou Christophe Le Petit. Ils disent, avant de dire qu'une bulle va éclater, pour l'instant, ça fait tellement longtemps, même pendant le Covid, ça n'a pas sauté, tu vois. Et donc, tant qu'il y a des gens qui continuent à investir et à couvrir les frais, si tu regardes le PSG en tant que tel, tu dis c'est fou, même pour le Qatar, tu vois, même de dépenser autant d'argent pour rien. Ça continue, voilà. Donc je suis très réservé, moi, sur cette notion de bulle spéculative. Il y a des clubs qui peuvent disparaître, qui peuvent se retrouver en faillite. En France, on vit ça en ce moment, mais c'est des clubs de seconde division, enfin des gens que je suis triste pour Sochaux. Personne ne se réjouit de ce qui se passe dans ce club. Et il y en a d'autres en ce moment qui traversent la même période, mais globalement, et Sochaux est un bon exemple de cette évolution, si on réfléchit un petit peu en amont avec le propriétaire chinois, etc. Mais voilà, c'est faux. Juste l'économie, oui, elle devient dominante parce que les budgets des clubs aujourd'hui se jouent en Ligue 1 même en dizaines de millions. Quand vous allez en Première Ligue, c'est en centaines de millions. Capables d'investir et de les acheter, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de le faire et se mettre sur les rangs. D'ailleurs, on voit quand un club est en difficulté, il y a finalement très peu de candidats entre guillemets solvables ou fiables. Donc on est dans cette logique-là, et la multipropriété, c'est normal. Ça s'inscrit dans cette logique-là tout à fait. C'est pas une surprise. C'est pas un phénomène extraterrestre qui débarque. Voilà, c'était malheureusement prévisible. Avant qu'on enchaîne, qu'on revienne vraiment un peu plus sur le TEF, Nathan, tu avais une question ?
Non, c'est pas une question, c'était une réaction par rapport en tant que supporter, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que le TFC a clairement servi de vitrine en fait pour le Milan AC, et que si un jour le Milan doit passer prioritaire et que le Redbird doit moins s'investir au TF, ça peut stopper en fait cette progression du club. Donc j'ai du mal en fait à me projeter. 1,2 milliard l'achat du Milan. Puis j'ai du mal à me projeter sur le long terme. Je me dis en fait on a un plafond de verre qui fait que si les intérêts du Milan sont plus forts, nous on ne pourra pas espérer grand chose de plus, quoi. Dans la décision de l'UEFA, parce que l'UEFA, Séphérine nous fait quand même le canard aussi, sans jeu de mots, lui il prétend que si on est plusieurs propriétaires, que le club joue dans la même compétition, on peut demander à l'autre de perdre, etc. Bon, ça voilà, il a du mal, mais lui ce qu'il veut, c'est on ne doit pas dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes. On s'adapte. Voilà. On ne dit pas non aux sous, on s'adapte. Exactement. Donc c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Moi, c'est logique. Moi, je veux bien cette logique, mais il faut qu'elle soit stricte. Oui, mais elle l'est pas. Donc il faut qu'elle soit encadrée. Ouais, la multipropriété elle est autorisée, de toute façon c'est une réalité, mais sauf, et dans ce cas-là c'est sans exception. Mais qu'on voit dès que le problème se pose, il suffit en fait, l'UEFA demande, mais l'UEFA travaille pour les gens qui possèdent le football, donc elle demande juste de trouver une solution pour qu'on puisse dire que c'est bon. Voilà, et quelle mesure peut prendre ou doit prendre l'UEFA du coup? Mais d'abord, l'UEFA ne veut pas prendre de mesures, donc moi je sais qu'on fait. Ce qui devrait, je ne sais pas. Déjà, moi je pense que dans les pays concernés, comme la France, on devrait interdire la multipropriété. Il y a un élu, les filles qui l'a proposé, Eric Coquerel, qui veut déposer un projet de loi qui interdit la multipropriété en France. Mais déjà dans les États, dans les championnats, il faudrait l'interdire. Et par ailleurs, l'UEFA devrait, je sais pas comment expliquer ça, mais elle devrait justement ou le bannir totalement, ou expliquer quand est-ce que c'est autorisé ou non. Ils peuvent plus faire marche arrière maintenant, quoi. Enfin, du moment où la porte est ouverte, tu peux plus faire marche arrière. Bah justement, mais je pense que c'est pas un engrenage. Je pense qu'ils ont toujours rêvé de ça. Ils prennent des bénéfices derrière, je pense aussi. Hein. Non, mais d'abord, si l'UEFA fonctionne notamment avec des grandes compétitions en plus il y a des gros investisseurs, des gros clubs, des gros joueurs, plus ils peuvent vendre des droits télé chers. Enfin, c'est toute une perspective. Tu vois, et l'UEFA organise un Euro aussi de football qui a besoin de ça. Enfin, qui a besoin de ça. Donc l'UEFA veut rester cette espèce de mastodonte au sein du football international qui peut. Enfin, je vais dire un truc cruel. Je pense que l'UEFA peut faire scission de la FIFA s'ils veulent. Ils peuvent décider qu'à un moment, ils ont plus besoin d'être dans la FIFA et organiser leur compétition. Et s'il y a les mêmes grands joueurs qui resteront avec les mêmes investisseurs massifs, ils seront plus forts. Donc voilà, l'UEFA veut garder cette posture. Mais faut pas penser que c'est quelque chose que subit l'UEFA ou que l'UEFA s'accommode ou qu'elle plie devant les forces économiques. Ils sont avec. Ils sont conscients quand même de tout ça, oui. Ils sont conscients, ils ne dérangent pas plus parce que ce qu'ils veulent, c'est maintenir les apparences. Mais c'est pour ça que ils disent qu'est-ce que je leur conseillerais de dire on autorise et éventuellement on met 3-4 petits trucs tabous pour que ça n'aille pas trop loin. Mais encore, j'y crois même pas. Moi, je t'avoue, ma désillusion là-dessus depuis un certain temps. Moi, quand vous avez gagné la Coupe de France, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Tu vois, je me suis dit, mais vu qu'il voilà, le Milan était en plus venait d'être éliminé en demi-finale ou allait être éliminé en demi-finale Champions League, il était déjà sûr d'être la saison suivante en C1. Donc voilà, c'était évident, ça va se développer. Mais je rappelle, le risque, c'est pas moi la concurrence sportive, hein, j'y crois. C'est n'importe quoi. La vraie équipe, le problème d'équité sportive en Europe aujourd'hui, elle se situe pas à ce niveau-là. Elle se niveau pas, elle se niveau au niveau des investissements, des parties de droits télé, de la façon dont on organise les compétitions européennes, etc. C'est à ce niveau-là. Non, le vrai risque pour moi, c'est dans l'identité des clubs. Voilà, c'est à long terme. Pas tout de suite, parce que je pense qu'ils s'en foutent un peu de l'OGC Nice, de ce qu'il a, et de ses supporters, l'Ineos. Et je pense que vos propriétaires à vous s'en foutent un peu de ce que font les Indians. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, il y a un risque à long terme, parce que c'est des processus qui peuvent être très, très pernicieux et qui seront beaucoup plus profonds que ce qu'on a pu vivre quand il y a eu des chocs entre des directions et des publics, ou ce qu'on peut voir avec Kita à Nantes. Autre chose encore, et ça va être sur le long terme. Et j'ai encore le changement de nom, la délocalisation, etc. des clubs, c'est pas des choses qui vont devenir si ubuesques que ça. Donc regardez simplement la multiplication des rencontres délocalisées en Asie, aux États-Unis. Je dis pas ça contre ces pays-là. Moi je préférerais qu'ils développent leur propre championnat et leur propre compétition. Et voilà, ça serait plus intéressant à mon avis. Mais voilà,
on voit bien que ça paraît, la volonté de faire des matchs, de jouer des matchs à des horaires complètement hallucinants pour les droits télé ou pour le public chinois et compagnie. Les matchs de 13h, ouais, coucou. Voilà, mais c'est ça, voilà, ces trucs. Moi, une fois encore, voilà, c'est pas des matchs de 13h ou de 16h, on va faire venir un public un dimanche plus familial à 17h parce que c'est plus sympa et il faut partir de... Non, c'est juste qu'il faut jouer à 13h parce qu'on espère, on rêve en France encore que les Chinois vont s'intéresser à la Ligue 1. Et est-ce que tu penses, Nicolas, que par exemple, donc ici à Toulouse, est-ce que Redbird va rester longtemps à Toulouse? Ou est-ce qu'ils sont destinés à aller de club en club, c'est-à-dire garder une tête de gondole, on va dire, bon, mais dans l'exemple de Redbird, c'est garder le Milan AC. Et quand ils en auront fini, entre guillemets, avec Toulouse, est-ce qu'ils vont aller ailleurs ou est-ce qu'ils sont tentés de rester sur le long terme à Toulouse? Et finalement, Toulouse deviendrait... on va dire Redbird B. Le Redbird A, ça serait donc le Milan AC apparemment. Et la réserve. Ouais, la réserve. Bah moi je pense qu'après la logique de multipropriété, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire qu'ils structurent leur pyramide, leur empire. Il y a effectivement comme une tête de gondole ou un grand club, Chelsea, Milan AC, etc. Manchester City, on a cité tout à l'heure. Généralement plutôt situé dans des grands championnats, plutôt la première ligue, mais avec des exceptions. Et après, ils structurent des succursales où ils espèrent régner sur le marché local, entre guillemets, et peut-être même que faire émerger des joueurs qui pourront racheter beaucoup moins cher. Je pense que la logique de fond, c'est cela, mais si ça marche pas à Toulouse, ils s'en vont. Enfin, c'est pas des amoureux, mais c'est déjà arrivé par essai, mais c'est pas des amoureux, entre guillemets, des clubs. Moi, ça me fait toujours rire quand ils font des grandes déclarations, quand ils ont racheté Strasbourg, comment il s'appelle, putain, j'ai oublié le nom là, les propriétaires de Chelsea. Ils ont fait tout un laïus sur le club. Todd Boehly. Todd Boehly, mais c'est Bluco la société, ouais. Ouais, ils ont fait tout un laïus sur le club, qui croit, quoi. Voilà. Ouais, il y a un mec de la com qui leur a écrit le communiqué, d'accord, mais qu'est-ce qu'il connaît de Strasbourg? Enfin, Justement, nous juste la dernière question, on a beaucoup de débats, nous, et on se déchire un peu là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me réjouir à 200% que le TFC joue la Coupe d'Europe, quelque part, qu'on y soit autorisé et que en fait, on soit un des clubs qui représente tous ces clubs par multipropriété, etc. Et est-ce que... Enfin, j'ai du mal j'ai toujours cette conscience à me dire, putain, on est en plein dans ça, etc. Ça fait chier. Mais est-ce qu'on doit... La question, j'ai besoin d'être aiguillé là-dessus. Est-ce que j'ai besoin juste de me réjouir qu'on joue la Coupe d'Europe, juste de la kiffer, et voilà, sans que c'est trop de conséquences à long terme, ou est-ce que je dois kiffer parce que ça s'arrêtera et qu'on va être effectivement éminent à CB? Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que je dois garder cette conscience là, ou tant pis, la Coupe d'Europe on va la kiffer et puis tant pis, quoi. Juste avant que tu répondes, Nicolas, je précise que Mehdi a une licence en FSGT pour aiguiller aussi la d'accord, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est un peu important. Mais je sais pas quoi dire. Je comprends la joie des supporters toulousains à l'idée de jouer une Coupe d'Europe et d'avoir remporté une Coupe de France. C'est moi une compétition que j'aime particulièrement. Je comprends la joie par rapport aux souvenirs que vous pouviez avoir. Le club a traversé des moments quand même très douloureux. C'est partagé. C'est, je sais pas comment dire, c'est profiter, parce que malgré tout, je pense que ça va pas se reproduire tout le temps. Le championnat français est quand même en train de se structurer de manière assez cruelle. Et de toute façon, tu as dit les deux choses essentielles. Profitez de cet épisode. Vous allez jouer une Coupe d'Europe, c'est génial. Vous allez rencontrer des clubs étrangers. Vous allez avoir des moments au stade. Ça va être festif. Et ça va être un moment de communion autour de ce club. Peut-être un des derniers que vous allez pouvoir vraiment vivre. Et après, effectivement, il va y avoir une organisation, mais je pense que ça va pas faire sur une saison ou deux. C'est plus long que ça. Mais effectivement, oui, vous allez devenir un Milan AC B. Strasbourg va devenir un Chelsea B. Ça n'aura pas une violence aussi forte que ce que je dis, parce qu'on sera en championnat, Ligue 1 et tout. Mais oui, on verra des mécanismes, des échanges de joueurs, des choses qui sont très singulières qui vont se produire. Voilà, Chelsea n'a pas à changer de maillot, et vous non plus, mais pour Strasbourg, ils sont à peu près similaires. Mais il y a des choses en termes d'identité qui vont se passer. La multipropriété va transformer le visage du football européen, parce que regardez rien qu'en France, mais pour l'instant l'Espagne résiste un petit peu, et encore, tu vois, parce que les clubs sont encore un peu structurés, mais même en première ligue, voilà, donc
je sais pas, oui, profitez. En tout cas, moi, je vous dis parce que c'est quand même. Bon, mais je comprends ton. Non, mais je comprends. Faut pas penser au lendemain. C'est votre club. C'est votre club aussi. Vous avez des années, par exemple. Dieu sait que vous avez traversé des moments difficiles. Moi, j'ai fait des matchs où vous étiez à de doigts de descendre. Enfin, c'était la remontée. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et voilà, profitez parce qu'en plus la Coupe de France, comme je dis, c'est une compétition qui a une valeur pour moi et rentrer dans le circuit européen par la Coupe de France, ça garde quelque chose de particulier. Ouais. Voilà, vous avez remporté un titre et en plus vous allez en Coupe d'Europe, profitez. Mais oui, la tendance que tu annonces, elle est évidente, malheureusement. C'est pas rassurant parce que nous, on est qu'au début de notre supporterisme. Ouais, puis le retour de la Coupe des Coupes en fait. Quand on a une Coupe de France, faire la Coupe des Coupes à l'ancienne, la bonne. Non, mais moi, jamais. Non, mais ça serait bien, franchement. Mais moi, je vais être clair. Les Coupes d'Europe ont changé le jour où on a fait les poules. Ouais. Voilà, avant il y avait désignation directe, ça donnait plus de chance à tout le monde, même si ça permettait à des clubs comme même des clubs de l'Est de réussir des parcours, d'emporter des compétitions, à des clubs particuliers d'avoir même des C1, la Coupe des Coupes que tout le monde a peut-être oublié ici, mais qui a remporté par exemple le Paris Saint-Germain. Ouais. Mais, moi, je serais pour un retour de la Coupe des Coupes, par exemple. Je trouve ça génial. C'est tellement logique. Mais c'est tellement cohérent. T'as gagné une Coupe nationale et tu t'affrontes. Mais sauf que les poules, les conférences, ça permet de faire jouer plus de clubs. Et on est rentré, il faut rentabiliser à mort, il faut faire de l'argent. Et les clubs ont besoin de faire de l'argent parce que surtout en France. Une dépression de la multipropriété, c'est que les gens qui investissent veulent un retour. Donc il faut bien trouver des sources de revenus pour ces clubs. Surtout les clubs. Donc on est entré dans cette logique, alors que moi je reste. Rien n'est plus beau pour moi qu'un match à élimination directe. Voilà, tu peux en être très malheureux, hein, tu peux en souffrir. Mais ça fait des souvenirs, ça crée une histoire. Voilà, exactement. Même les matchs aller-retour créent quelque chose, mais un match à élimination directe en Coupe du Monde, moi on attend tous le moment des huitièmes, des quarts, parce que c'est là où on se dit ouais, il se passe un truc. Là, d'un coup, tu sens le truc, tu sens que la chose devienne sérieuse. Et voilà, moi ça crée des souvenirs. On a je pense tous des très très grands souvenirs. Mais la finale Coupe de France pour vous, elle restera un grand souvenir parce que c'est un soir. Voilà, c'est un soir. Moi j'en ai vu des très belles des finales de Coupe de France. Voilà, mais sauf que le football ne va pas là. Il faut multiplier au maximum le nombre de matchs, de droits télé, de remplir le stade. Enfin, ce qui sera sûrement votre cas quand vous recevrez. Je ne sais pas encore sur quelle poule vous allez tomber, mais je sais pas, il y a un peu le tirage encore. Non, 1er août. 1er septembre, pardon. Voilà, en juillet, je suis toujours déconnecté, mais voilà, le tirage. Je vous souhaite de grands clubs, par exemple, tu vois, des clubs anglais, des clubs, des grands clubs. Du Liverpool, du Brighton, de la Roma. Oui, mais il y a du monde en Europe. Il y a du Leverkusen, il y a du Berlin. Il y a des très bons monde. Voilà, mais voilà, donc ça peut être vraiment plaisant. Donc voilà, profitez. Mais après, t'as raison aussi, des doutes éthiques t'honorent. Mais l'éthique est en train de disparaître du foot, depuis de plus en plus. On l'a bien compris. Nicolas, on va te remercier parce qu'on va enchaîner, parce qu'on a un autre invité qui va arriver. Un grand merci à toi de nous avoir accordé cette grosse demi-heure, nous avoir éclairé un petit peu plus sur la multipropriété. Je pense qu'on pourrait faire une émission de facilement 1 heure, voire 2 heures sur ça, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. Il y a des spécialistes, des économistes qui apporteraient encore plus de billes. Ouais, Pierre Rondeau, j'avais pas mal de citations d'ailleurs de Pierre Rondeau aussi. Il y a des super articles qui sont sortis, qui sortent de sa part. Merci beaucoup en tout cas Nicolas de nous avoir aiguillé sur tout ça. Merci pour ta disponibilité. On te souhaite une très belle soirée. Et quand tu es sur Toulouse, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. On t'accueillera avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Je vous ferai signe, c'est grand. Pas de problème. À bientôt, bonne soirée. Merci. Ciao. Profitons, C'était Nicolas Kismartov qui était donc journaliste à la revue FSGT et SoFoot qui nous a aiguillé un peu sur la multipropriété. Désolé Fred, Mehdi, je sais que vous allez être frustrés, mais c'était quand même intéressant. Juste pour un peu parler des ravages potentiels, on a un exemple qui est assez criant pour terminer ce débat, le temps qu'on appelle Sébastien Dupuis, journaliste Canal. L'entraîneur adjoint Claudio Cacciapa, ça vous parle à tout le monde, Claudio Cacciapa, l'ancien capitaine de l'Olympique. Un des plus grands défenseurs en France du 21e siècle. Chapeau 1. Chapeau 1. Alors là, tous les jours. Donc l'entraîneur adjoint de Laurent Blanc, il a été envoyé à Botafogo, club de Textor, pour pallier l'intérim de Luis Castro qui était sur le départ. Mais au final, le Textor, il a dégagé le mec Vincent Evrard de son poste d'entraîneur à Molenbeek. Du coup, il l'a rappelé pour lui dire bon mec, faut que tu prennes cette équipe-là. Et du coup, c'est Molenbeek qui est aussi un club de Textor. Donc voilà les potentiels ravages que peut faire la multipropriété. Nous, si je dis pas de bêtises, on a un accord qui a été fait avec l'UEFA où on ne doit pas s'échanger de joueurs avec la C Milan. Donc les fameuses rumeurs d'Ingra qu'il pouvait y avoir au début Milan, c'est pas possible pour cette saison.
En tout cas, c'est un beau bordel. On va pas vous l'apprendre. Le foot, c'est pas le foot va mal de toute manière. Il va pas en s'arrangeant. Je sais pas trop où on va, mais voilà. Puis même dans notre pays, ça me parle de multipropriété. On a parlé à maintes et maintes reprises. Encore une fois, le TFC est un national 2 avec sa réserve parce que Béziers n'a pas eu les Ils sont en R1 d'ailleurs. Ils sont redescendus en R1. N3, ils sont en R1. Au niveau de l'équipe 2. Voilà. Et il y a beaucoup de clubs qui font faillite en France. Et donc, Sochaux est un exemple aussi criant de ce qui se passe de pas très bien aussi dans le pays. Après, c'est un cas extrême. À Sochaux, il y a eu aussi des problèmes d'hommes. Mais ouais, c'est pas forcément encourageant, en espérant que ça s'améliore quand même. Allez, on va recevoir notre nouvel invité. Il est journaliste sur Canal+, c'est Sébastien Dupuis. Bonsoir Sébastien, comment ça va ? Mais salut les vrais, ça va et vous ? Ça va très bien, merci de nous accorder quelques minutes. Ça fait très plaisir de te revoir parce qu'on t'avait déjà reçu dans l'émission le temps du Covid. C'est vrai. Pendant le confinement. Et oui. Et oui, pour les plus anciens. Comment vous allez tous ? Ça va très bien. Écoute, on vient d'avoir un gros débat sur la multipropriété c'est qu'on peut profiter maintenant des clubs, donc on va essayer de... On est un grand club, maintenant on essaye de parler de Coupe d'Europe et de savoir si c'est bien d'aller en Coupe d'Europe ou pas, quoi. C'est ça. On n'avait pas ces débats il y a quelques temps. Non, avant c'était plus la montre à Gradel, des trucs comme ça, mais bon là c'est bon. On parle de choses intéressantes. C'était pas la même. Sébastien, bon, avant qu'on t'accueille, on va te présenter. Enfin, tu vas te présenter, nous on va te présenter rapidement. Tu es commentateur sur Canal+ ainsi que Free Ligue 1, mais on t'a concocté un. Non, apparemment il est mort. Le jingle me fait signe Galine. On t'a concocté un jingle spécifique. Non, c'est bon. Non, c'est justement c'était pour te demander si je. Oui, vas-y. On t'a concocté un petit jingle spécifique et normalement ça va faire frissonner quelques supporters. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre. C'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Tu vois Seb, il y a le Monde des Bleus 98 et nous il y a ce documentaire Canal pour les supporters du TEF. Écoute-moi, rien que de l'entendre là, écoute, j'en ai encore des frissons, et véridique. C'était pas le foot de Redbird, c'était bon. D'ailleurs, on n'a jamais demandé l'autorisation, mais ça nous sert de jingle quand même. Hein. Oui, mais ça fait moins de 7 secondes, donc on a le droit. C'est bien, mais c'est pas grave, écoute, je vous enverrai mon RIB, vous inquiétez pas. C'est bon, ça passe par la SACEM, t'inquiète. Passe. Sébastien, bon déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, on va faire ça rapidement. Du coup, moi, c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que je commande sur Canal. Je suis rentré là-bas, j'étais tout bébé et toulousain de naissance, de cœur, de tout ce que tu veux. Et puis, j'ai fait 20 ans à Canal. Et puis, il y a 4-5 ans de ça, un truc comme ça, j'ai ma famille qui s'est agrandie de manière assez importante, on va dire, d'un coup, les petites joies et les petites surprises de la vie d'adulte. Donc du coup, pour un souci de praticité et compagnie, puis pour profiter aussi de mes enfants, j'ai décidé de revenir vivre à Toulouse après quasi 16-17 ans à Paris. Donc du coup, très momentanément, pendant 8 mois en tout cas, j'ai quitté Canal pour prendre la direction d'une chaîne de télé locale qui existe toujours via Occitanie. Et puis, au bout de 8 mois, écoute, moi je suis un commentateur dans l'âme et en fait je le transpire par tous les pores de mon corps et ça me manquait trop. Donc du coup, au bout de 8 mois, je me suis dit ça me manque vraiment là. Et puis en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, Canal m'a rappelé. Donc voilà, ça s'est plutôt pas mal goupillé. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai un copain qui a pris en main la nouvelle application Free Ligue 1 qui m'a appelé pour me dire j'aimerais vraiment qu'on bosse ensemble. Et j'ai demandé l'autorisation à Canal qui a été tout mignon, qui ont dit oui. Donc voilà, donc du coup je travaille également sur Free Ligue 1 et puis entre-temps il y a eu plein de choses, il y a eu le 3-1 de Bordeaux Toulouse avec le triplé d'Elmander, il y a eu le coup franc de Body, il y a eu des matchs de Ligue des Champions, il y a eu tous les stades d'Europe. J'ai eu la chance de pouvoir commenter des énormes matchs, même des matchs de 21h sur Canal. Donc voilà, je vais pas vous faire mes 20 ans de carrière parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, une émission spéciale. On te rappellera pour une émission spéciale. Parce qu'il a des choses à raconter. Moi, il était venu à mon école de journalisme, Sébastien Dupuis à l'ISCP à l'époque. Il nous a raconté les histoires d'hélicoptères à la Cannes aussi, etc. Il a des anecdotes. C'est pour ça. Vous n'avez pas le temps. Non, mais on fera une émission spéciale, pas de souci. On prend rendez-vous. Moi, ça me va très bien. Et toi, Camille, est-ce que Canal+ t'a rappelé? Non, pas encore.
Non, Fred me demande si Canal m'a rappelé parce qu'ils avaient lancé le groupe Canal a lancé un concours de commentateurs et comme nous on commente aussi au Danu tous les matchs à l'extérieur du TEF. J'avoue, j'ai fait la candidature mais je l'ai fait mais tu as bien fait. Ouais, mais je l'ai fait un petit peu trop à l'arrache, je pense. Donc je ne pense pas que je vais être sélectionné. Sébastien, si tu vois le CV passer, tu le fais implémenter dans la je pense qu'il vaut mieux regarder les live Twitch ou venir au Danu avec nous, ce sera peut-être plus sympa que ce que j'ai envoyé. Mais bon, après voilà. T'inquiète, on va le mettre sur le haut de la pile. Bon, Sébastien, une question nous intéresse à l'équipe. Quel regard, toi, tu as sur ce nouveau TFC là? On vient de se taper en plus 30 minutes de débat sur la multipropriété. On est dans le bain, mais toi, de ton point de vue de journaliste et de supporter aussi, c'est quoi ton regard? Est-ce que tu es content de jouer la Coupe d'Europe? On est bien d'accord qu'on parle là de manière un peu plus globale. On parle pas de l'intersaison, là, on parle de la prise en main de Redbird. Ouais, de la prise en main de Redbird, de ce renouveau du TFC. Ouais. Écoute, moi, pour moi, le TEF, je vais commencer par là, c'est une histoire d'homme aussi. Moi, c'est vrai que et d'ailleurs, je m'en suis jamais caché. J'ai beaucoup d'affect pour Olivier Sadran, parce que moi, j'ai vu ce club-là se péter la gueule en 2001. J'étais à Ernest Vallon en national pour voir Massé, Lièvre et Prunier et compagnie jouer. Donc, j'ai vu ce qu'il a fait de ce club-là. Donc voilà, moi, j'ai un affect très profond pour Olivier. Après, voilà, ça c'est fini parce que toutes les histoires se finissent. C'est comme les histoires d'amour. Souvent, c'est vrai que quand ça se finit rarement avec une claque sur les fesses et on finit bons amis. Voilà, ça se finit souvent de manière assez compliquée. Bon, et puis il faut aussi écouter les signes. On arrivait en fin de cycle et il fallait un nouveau cycle. Et puis de l'autre côté, je vais vous dire, depuis que Redbird a repris, moi je connais très bien Damien Comolli, puisque je le connais déjà des terrains de foot, parce que malheureusement, je suis un vieux garçon maintenant, et j'ai rencontré beaucoup de gens sur les terrains de foot. Damien, je l'avais rencontré sur les terrains déjà, et puis après j'ai eu la chance aussi de bosser avec lui à Canal. Donc c'est quelqu'un que moi j'apprécie énormément, et puis là, de toute façon, par rapport à tout ce qui est en train d'être fait, bon, très honnêtement, ce serait très compliqué de dire que les choses ont été mal faites. Oui. Voilà. Donc après, on peut avoir, vous venez de l'avoir, donc on va pas l'avoir, le débat sur la multipropriété. Il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je suis un petit peu comme dans la vie. Les états de fait sur des structures, moi, je trouve que c'est un peu plus facile. Je préfère croire aux hommes qui sont dans ces structures-là. C'est toujours pareil. C'est quand tu as une pépite, c'est pas une garantie que tu sois millionnaire au bout. C'est ce que tu fais de cette pépite. Et ben moi, je pense que là, enfin moi en tout cas, ce que je vois depuis 2 ans maintenant, c'est que les choses qui sont faites en intelligence, c'est que les gens sont revenus au stade, c'est que le jeu est plutôt plaisant, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui me font dire moi que le gap qu'il y a eu et le changement qu'il y a eu, écoute, a été plutôt bien fait. Voilà, moi c'est mon sentiment à aujourd'hui. Et puis les résultats aussi. On va pas se mentir. Le fait de 2 titres en 2 ans quand même. Même si c'est un titre de Ligue 2 et un titre de Coupe de France. 2 titres en 2 ans. Tu montes, tu marques 300 buts. Tu déploies du jeu. L'année d'après, tu es en Ligue 1, tu te maintiens relativement facilement, voire très facilement, et tu gagnes la Coupe de France. Bon. Voilà, il y a pire, à un moment donné, ok. Il y a pire. Pour nous Toulousains, supporters toulousains, oui, c'est sûr qu'il y a pire, c'est clair. Après voilà, tout n'est peut-être pas encore complètement calé. Il y a des points d'ombre encore, mais c'est inhérent aussi à ce entre guillemets nouveau club qui se structure différemment aussi avec une copropriété, avec des nouvelles personnes en place, avec un nouvel entraîneur, et encore même un nouvel entraîneur maintenant, avec une nouvelle philosophie de jeu, etc., etc. Voilà, il y a eu beaucoup. C'est un bébé qui a beaucoup grandi là en très peu de temps. Il faut peut-être lui laisser le temps d'atterrir un petit peu. Moi, je pense ça. Voilà. Et question que nous, on en rigole, mais est-ce que le TFC est en train de devenir un grand club pour toi? Nous, on en rigole entre nous, mais sur le fond. Tu me poses la question comme ça de but en blanc, je vais quand même être obligé d'être honnête. Non, pas encore. Mais je pense, et c'est un peu ce que je vous disais juste avant, ce n'est que mon avis encore une fois, et j'ai pas la science infuse. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que ça en devienne un. Franchement. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça autour de la table. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une progression régulière, linéaire, et effectivement. Les faits sont là, quoi. Je
veux dire. Ouais, et puis Damien Comoli avec ses équipes, avec Olivier, Jobert, avec toutes les équipes aussi dans les bureaux. Il y a eu un gros turnover aussi. Oui. Il n'y a plus personne derrière ça. Si, il y a Martin. Ouais, oui, tu vois, il y a eu un gros turnover, donc ça aussi, il faut le digérer un petit peu. Il n'y a pas eu que sur le terrain qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, non, c'est toute l'institution là qui a bougé. Les progressions un peu accélérées par cette coupe aussi de France, cette coupe d'Europe directe. Donc voilà, il faut. Tu sais, moi j'ai une expression que j'aime bien. Il me dit, il faut pas être plus royaliste que le roi, tu vois. Et je trouve qu'à un moment donné, là, ce qui a été fait en peu de temps, la transformation, la philosophie aussi. Je dis pas que celle qui était avant était mauvaise, mais la philosophie actuellement, des fois le fait de l'inculquer un peu à tout le monde et de tirer tout le monde vers ce que toi tu as en tête, et là je parle pour Damien Comoli, des fois ça prend du temps. Et là je trouve que ça a quand même été relativement rapide et que ça tend encore vers autre chose de mieux si les étapes sont pas grillées, ce qui je pense va être le cas. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool en tout cas. Bon, Sébastien, la vraie question, c'est où étais-tu le 29 avril 2023 ? Où j'étais le 29 avril 2023. Figure-toi que le mythe va tomber. J'étais en train de me mettre une cartouche, mon pote, parce que je fêtais les 40 ans d'un de mes meilleurs potes à Lausanne. Ah, c'est bon, ça c'est très bon. Mais du coup, double cartouche, parce que je pense que tu as quand même suivi le match d'un œil ou moins sur le téléphone. Non, mais pas d'un œil, des deux yeux. On était au resto et j'avais le téléphone, personne ne pouvait me parler, j'avais le téléphone sur le verre à eau parce que le verre à vin était occupé. Il bougeait trop. Donc voilà, et pour tout te dire, donc du coup, effectivement, il y a eu double cabane entre ça et le TEF après. Et pour la petite histoire, le lendemain, j'étais debout à 7h pour courir le 20 km de Lausanne. Alors autant te dire que j'ai pas fait un temps. Hein. Ah oui, c'était champion, j'ai envie de dire, respect. Tu l'as fini, c'est l'essentiel. Ouais, et je sais pas comment encore. C'était le peps de la veille, je pense. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as commenté le TEF cette saison ? Est-ce que tu vas les commenter la saison prochaine ? Oui, je les ai commentés assez souvent cette année, que ce soit pour Canal et toutes ses déclinaisons, parce qu'il y a Canal en France, mais il y a aussi Canal dans tous les autres pays francophones du monde. C'est vrai. Donc moi, du coup, c'est vrai que j'ai réussi à commenter le TEF pas mal de fois cette année. Moi, en règle générale, je suis beaucoup plus dur avec le TEF que je le suis avec d'autres équipes. Mais c'est ce que j'allais te demander, parce que nous, tu vois, à notre niveau, on commente les matchs extérieurs d'Anu. Ouais. Moi, je les commente. Enfin, je le chauvin. Non, je suis pas le chauvin. Je vais venir. S'il commente le principal on va dire le truc principal, pardon. Moi, j'arrive. Je le dis honnêtement. D'ailleurs, je le dis haut et fort. Je ne suis pas objectif. Ouais, mais tu n'as pas à l'être, toi, parce qu'en fait, quand tu le commandes, c'est pour un public qui est un peu acquis à ta cause, tu vois. Ouais, puis je mets l'émotion qui me font ressentir aussi, quoi. Mais toi, en tant que Toulousain. Moi, j'étais sur de la généraliste, si tu veux. Moi, si tu veux, l'un des principes de base du journalisme, en tout cas, dans le média où je travaillais, c'est-à-dire un média généraliste, Canal, mais même Free, c'est pareil. Je dois être objectif, moi, à 8000%, tu vois. Et en fait, dur. Si tu veux, oui, c'est dur. Au début de ma carrière, moi, c'est un stress que j'avais assez régulièrement quand je commentais Toulouse. Je voulais vraiment tellement pas qu'on me taxe de favoritisme ou de chauvinisme que du coup je me suis rendu compte assez régulièrement, et même c'est les joueurs à l'époque, parce que j'étais évidemment, t'imagines, très proche des joueurs toulousains qui parfois me faisaient remonter. Ils disaient putain, ouais, t'y es allé là un petit peu quand même. Tu nous as rien passé, parce que moi je suis pas un commentateur véhément, tu vois, pas du tout. Mais tu vois, tu nous as rien passé là. T'aurais peut-être pu le dire autrement ou nous protéger et tout machin, nanana. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais assez j'étais assez dur. Ouais, de peur à se faire passer par le mec pas assez objectif, tu étais même trop dur, quoi. Voilà, c'est ça. Peut-être un petit peu trop, en tout cas un peu plus qu'avec d'autres. Et puis après, ça c'est un petit peu l'expérience venant aussi. Ça s'est réglé, évidemment, ça s'est régulé au final. Bon, jusqu'à, tu vois, je vais te dire, le 3-1 de Bordeaux pour la Ligue des Champions et le but de Body à la 76e à Angers. Ouais, l'émotion qui parle aussi. Laisse tomber. Et puis là, j'avais annoncé la couleur à Canal, je leur avais dit dans les ordres là. Vous savez, on a un petit bouton là, vous savez, où on peut parler simplement à la régie, et on s'attend pas à l'antenne, tu sais. Ouais. Et moi, je parlais à la régie, à un moment donné, à la mi-temps, je leur avais déjà annoncé. Je leur avais dit, vous inquiétez pas, il va se passer un truc, et je vous le dis, je vais vriller. Je vous le dis, donc je vous préviens. Et c'est ce qui s'est passé
Mais après, voilà, aucun regret de vriller là parce que tu n'avais pas besoin d'être supporter du TEF. Non, là pour oui, ça je suis d'accord. Si t'aimais le foot, bah, tu vrillais. Tu n'avais pas besoin d'être supporter du TEF. Attends, non, c'était la question que je voulais lui poser. Donc. La question, je vois que tu as noté. Justement, le Toulouse devient pas un grand club, mais évolue. Et on a quand même l'image de la loose. Et je pense que toi qui vis en plus, t'es à Paris, etc. Moi qui suis monté. Très peu de temps d'ailleurs pour le stage en journalisme, les supporters du TFC ils étaient sur le cul, même en habitant à Toulouse ils savaient pas que ça existait quoi. Voilà quoi. Est-ce que l'image un peu du club elle est un peu en train d'évoluer là dans le milieu auprès des collègues et tout ça? Ah bah oui. Déjà dans le milieu, le côté, alors il y a les résultats bien sûr, mais tu sais, le côté aussi multipropriété et compagnie, ça mine de rien ça fait parler du club. Tu rentres dans une caste. La caste des multipropriétés justement. En plus de ça, Redbird il y a pas longtemps a racheté l'AC Milan et compagnie. Donc voilà, tu vois, tu rentres un petit peu dans une. Tu sais, c'est un peu alors. Pas en termes de résultats, mais dans l'inconscient en tout cas du milieu, c'est un peu comme Troyes, tu vois, qui a coquiné avec Manchester City, et c'est ce qui va se passer avec Strasbourg aussi, qui est à coquiner avec Chelsea. Si tu veux, tu vis aussi par le prisme de ces autres collègues entre guillemets de multipropriétés qui sont des top clubs historiques et des top clubs du moment. Donc rien que ça déjà, ça fait un petit peu changer le truc parce que tu te dis putain, Redbird ils sont allés sur l'AC Milan, ils sont allés sur le TEF avant, ah putain, tu vois, ça te donne une petite légitimité. Et puis après, il y a aussi évidemment le fait d'avoir gagné la Coupe de France, et ça, et puis d'avoir déployé ce jeu-là aussi, le côté data aussi, c'est dans l'air du temps, donc du coup ça apporte un petit mystère, tu vois. Puis un peu de fraîcheur aussi. Ouais, mais il nous résume pas à ça justement, genre data quoi, data multipropriété quoi, un peu club du futur quoi. Ça dépend les médias. Il y a des oui, pour répondre à ta question, bien sûr. Après, ça dépend des médias, et puis ça dépend aussi des gens dans les médias. Tu vois, il y a certaines personnes, oui, ça potentiellement, ça peut les arranger de te réduire à ça parce que elles ont pas envie de s'intéresser, parce que elles ont pas envie de travailler, parce que voilà. Après, c'est à la marge ça, c'est très peu. Il y en a plein des spécialistes du foot dans le puisque vous en parliez, dans le monde du journalisme sportif parisien entre guillemets, qui sont très au fait de ce que fait le TEF. Moi, pour en discuter avec beaucoup de collègues, et il y en a plein qui se disent, oh putain, c'est cool le TEF quoi. Ouais. Voilà. En fait, d'ailleurs. Vas-y, pardon. Non, je t'ai coupé, vas-y. Et d'ailleurs, est-ce que tu as pu chambrer des collègues cette année? Parce que normalement, les Toulousains se font chambrer, mais cette année, on a quand même gagné un trophée, pas les moindres. Tu as pu en chambrer quelques-uns ou pas? La loose ultime, c'est un Toulousain, il faut de toi quand même. Alors, j'ai pas chambré, j'ai fanfaronné, c'est différent. Ah, c'est encore mieux. J'ai pu faire le beau un petit peu, tu montes un petit peu la nuque, le port altier, tu bombes le torse. Ça, ouais, avec les copains, avec les collègues journalistes, ouais. Avec les copains, avec mes amis, ah ouais, j'ai chambré comme un fou. En plus, il y avait la moitié de mes amis, entre guillemets, de mon gros groupe d'amis qui sont nantais par là-bas. Donc, c'est parfait. Je te laisse imaginer, je vous laisse imaginer que je me suis régalé. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah oui. Ah, le groupe WhatsApp qu'on avait, c'était devenu le groupe Step du Puy. Hein. C'était en roue libre. T'as fait honneur, c'est bon ça, c'est bon. Après, on en gagne un tous les 66 ans, on a le droit au bout d'un moment. Et puis c'est surtout qu'il faut en profiter parce que tu sais pas trop quand est-ce que tu vas gagner. C'est clair. L'année prochaine. Rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, on va s'accorder 3-4 minutes encore. Toi, pour le moment, là, cette prépa, le fait qu'on ait renouvelé tout cet effectif, les contrats qui sont pas renouvelés, des joueurs qui arrivent qu'on connaît pas. Enfin, voilà, le cycle, nous on appelle ça le cycle 2 Comoli Data. Voilà, t'es inquiet, on voit sur les réseaux que pas mal de supporters sont inquiets. Nous ici on essaie de minimiser, on essaie d'analyser, on se dit bon, on se laisse du temps, ça a marché, on verra, mais on va pas se mentir, il y a quand même une petite once d'inquiétude aussi qui arrive, même si la vérité c'est le championnat, c'est pas la prépa. Toi, en tant que supporter suiveur, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors pour répondre dans l'ordre à toutes vos questions, inquiet non parce que depuis 20 ans que je suis dans le game à suivre les prépas, et pas que du TEF, de beaucoup de clubs, et à commenter même des matchs de préparation et compagnie depuis des années. La vérité du mois de juillet ou du mois de juin est très 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 souvent totalement différente de celle du début du mois d'août, voire du mois de septembre. Ça c'est une première chose. Donc inquiet, non. Après, là où moi, c'est vrai, je me pose aussi des questions, mais c'est normal, c'est que d'expérience aussi, je sais qu'un championnat, tu te le mets un peu dans la poche, souvent pour des clubs comme le TEF,
en août et en septembre, justement. C'est-à-dire que tu capitalises souvent à cette période-là. J'ai souvent l'exemple, moi, de Lorient, parce que c'est un club à qui c'est arrivé beaucoup, qui faisait des 2-3 premiers mois de malades mentaux, et qui après était mauvais, était à chier, mais qui avait sauvé son championnat sur les 2-3 premiers mois. En prenant des points inespérés, contre l'OM, contre Paris, en étant intraitable à domicile, etc., en étant bon d'entrée, compétitif d'entrée quand les autres n'étaient pas forcément. Et là, j'avoue que moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on va être capable, justement, nous, de faire prendre la mayonnaise très vite pour enclencher très rapidement un cercle vertueux. Parce que non seulement, si on arrive à enclencher, je pense, ce cercle vertueux-là très vite, non seulement on va se mettre à l'abri de certains soucis inhérents à nos clubs, et il y en a beaucoup, qui sont de s'assurer un peu le maintien rapidement, mais aussi, ça peut te donner des perspectives autres, tu vois, d'avoir rapidement, tu sais, une quinzaine, une 17 et 18aine de points. Quand tu arrives avec 18 points très tôt dans la saison, tu vois le championnat différemment, parce que ça veut dire que tu as engagé des points, moins de stress, moins de stress, de la confiance. Ouais. Et puis quand tu as de la qualité dans un effectif, ça marche aussi à 30 ou 40% avec la confiance. Regarde Lens cette année. Ouais. Lens, moi je te dis, Lens, s'il était août, septembre, octobre, ils n'avaient pas pu capitaliser comme ils ont capitalisé, je mets un gros billet qu'ils n'auraient pas fait la saison qu'ils ont fait. Le truc, c'est qu'il y a des joueurs, un club qui a pris confiance, un jeu qui a pris confiance, des joueurs qui ont surperformé à 110-115% de leur talent sur toute la saison, ils n'ont jamais lâché, et ça a fait ce qu'on a vu. Et moi, je me dis que pour l'année dernière, par exemple, un club comme le TEF, je suis pas intimement persuadé qu'il y avait beaucoup moins de talent qu'un club comme Lens, par exemple. J'en suis pas intimement persuadé, tu vois. Il y en avait peut-être un peu moins, mais j'en suis pas intimement persuadé. Seb, c'est intéressant. Au mois de décembre, Nantes avait quasiment 10-12 points d'avance sur le premier non relégable. Ouais. Donc année Coupe d'Europe pour Nantes, comment tu la vois, nous, la Coupe d'Europe? Il faut qu'on la joue à fond, il faut qu'on... Bien sûr, oui. Bien sûr. On voit au fur et à mesure de l'avancée si on doit lâcher du lest ou pas. Non, il n'y a pas de débat, tu la joues à fond. Tu la joues à fond parce que tout les 6 matchs, peu importe le championnat. Ouais, oui, il y a 6 matchs. Non, parce qu'au bout de 5, on sera qualifié, donc le 6e, on peut le jouer tranquille. Déjà, voilà, tu auras gagné même au bout de 4, parce qu'on va gagner les 4 premiers. non, mais ce que je veux dire, c'est que cette année, il y a une notion aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que, mine de rien, tu passes à 18. Ouais. Donc tu as moins de matchs. Tu auras moins de matchs en semaine. Tu as vu le calendrier, je crois qu'il y a sur l'année une seule journée qui va se gérer en semaine. Tu vas avoir une trêve d'hiver qui va vraiment ressembler à une grosse trêve d'hiver. Bon, le calendrier, voilà. Et puis le calendrier est un peu plus aéré. Donc si tu veux, pour moi, cette excuse de dire ouais, il y a 6 matchs en plus, machin, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Non, il y a 4 matchs en moins. Non, c'est pas une excuse, Seb, c'est que je veux dire, est-ce qu'à trop se focaliser sur la Coupe d'Europe, on risque de perdre le fil sur le championnat? Moi, je pense pas. Très honnêtement, après, encore une fois, j'ai pas la science infuse et je peux vous dire un tas de conneries monstrueux. Mais là, franchement, je pense pas parce que il faut se mettre à la place des joueurs, les loulous. Les joueurs, eux, qu'est-ce qu'ils veulent jouer? Ils veulent jouer les gros matchs. Ouais. Et pour certains joueurs, jouer la Coupe d'Europe avec le TEF, c'est énorme. Ils se sont battus toute l'année dernière pour ça. Il n'y en aura plus beaucoup à début de la saison. ouais, c'est vrai. Mais si tu veux, là je te parle plus du club, tu vois aussi. Oui, non, mais t'as raison. Du club. T'as raison. Je pense que tu peux garder effectivement mobilisé avec la Coupe du Monde avec la Coupe d'Europe en supplément. Tu peux effectivement garder mobilisé à 100% tes équipes. Voilà. Après. Faire le lien entre un potentiel... Tu vois, tu prenais l'exemple de Nantes, par exemple. Nantes, je le dis, la Coupe d'Europe, en elle-même, je suis sûr et certain que c'est pas ça qui les a tués. Non. Ce qui les a tués, c'est le manque de profondeur de banc, c'est les blessés, interne. Et c'est le manque de talent. Voilà. Parce que Nantes, on va pas se mentir, Nantes, à part un Ludovic Blas qui était l'année dernière sur courant alternatif, à part un Moses Simon qui a été aussi sur courant alternatif, et un Quentin Merlin qui a été blessé tout le temps, va me chercher les gros talents à Nantes. Va me chercher ça. T'avais pas des Branco. Michael Landreau, Eric Carrière. Ah non, pardon. pardon, on a fait retour vers le futur. Non mais tu vois, nous t'avais des Rouault, t'avais des Max Dupé, t'avais Nicolas Hyssen, Shaibi. T'avais Shaibi, t'avais Nicolas Hyssen, t'avais Abouklal. Alors là aussi, qui n'était pas peut-être tout le temps
à 110%. Mais putain, t'avais quand même un autre talent que l'équipe de Nantes, par exemple. On l'a vu sur la finale de Coupe de France. On va pas te mentir. Tu vois. Ouais, TFC Coupe d'Europe à fond. Quoi, exactement, mais il a bien raison. Moi, je suis totalement d'accord avec Seb Dupuis. J'arrête pas de te le dire, Fred. D'ailleurs, ça m'étonne que tu veux pas qu'on joue la Coupe d'Europe. Alors que, non, je t'ai pas dit ça. Tu veux pas qu'on la joue à fond. C'est le vieux de l'émission. Il est prévoyant, il prépare la retraite. Il veut pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, mais il a raison. Il se pose la question. Et ce serait fou de pas se la poser. Non, ce serait fou de pas se la poser. Allez, juste. Effectivement, c'est sûr que, bien sûr qu'il faut la jouer, évidemment. Mais moi, je vais aller foutre le bordel à Liverpool ou je sais pas où. T'as pas ton passeport, arrête. On sait tous. Il nous reste une minute, une dernière question, Seb, sur la dernière minute. Est-ce qu'on va te voir à Toulouse pour commenter les matchs de Coupe d'Europe ? Je sais pas si pour commenter, mais en tout cas, tu vas me voir manger des petits fours dans les loges. Parfait. Alors, du coup, on se verra pas parce que j'ai pas l'accès aux loges. Mais... Attends, justement. Et je me rappelle d'avoir fait un espèce de live Twitter il y a l'année de la montée avec notamment les Indians et compagnie. Je leur avais promis que j'allais passer un match avec eux en tribune et deux, mais ça il faut que je vois avec le club, que j'allais lancer un clapping à un moment donné. Donc ça, je mens pas. Peut-être que si j'ai possibilité de le faire, ça, je m'engage à le faire. Nous, on est. Fais gaffe, ils t'ont réentendu là. Ouais. Nous, on t'attend, il n'y a pas de souci. Sur la porte 7, on y sera. Tiens-nous au courant. Même si même à la bodega, boire une bière avant la bodega, avec grand plaisir. Les loulous, est-ce que je peux vous prendre 30 secondes encore ? Dis-nous. Bon, écoutez-moi, puisqu'on est sur Toulouse là et qu'on aime tous le foot, en plus de toutes mes activités, moi, je suis un des co-organisateurs d'un super tournoi de foot féminin qui déroule tous les ans à Toulouse et qui s'appelle la Amos Women's French Cup. Oui. Voilà, et on va avoir un plateau incroyable, c'est un gros tournoi de foot féminin. On a eu le PSG à l'époque, on a eu Lyon, on a eu la Roma, Barça l'année dernière, on a eu la Roma, aussi. Manchester United et tout. Bon, là je peux pas encore vous dévoiler le plateau, mais on aura le Paris Saint-Germain encore avec nous et l'Atlético Madrid, voilà. Au moins, et il y a deux équipes qui resteront à définir. Et c'est le lundi 28 août et le jeudi 31 août à Bindichou, à Colomiers. Et on vous attend parce que ça va être vraiment super sympa. Billetterie ouverte et compagnie. C'est la fête du foot féminin. C'est une cause qui me tient énormément à cœur, la mixité et le dégenrage, notamment dans le football professionnel. Là, c'est l'occasion d'aller voir vraiment du foot de haut niveau à Toulouse. Et mine de rien, c'est pas souvent le cas. Donc voilà. J'ai le message que je voulais faire passer. Excusez-moi. Hein. On en fera la promo. De toute manière, on avait même couvert l'événement. Alors ça remonte un petit peu. C'était il y a 3 ans. On avait eu puisque c'est 3 ans, 4 ans avant Covid. C'était avant Covid. On avait vu on avait demandé des accrètes qu'on avait eu. On avait couvert l'événement. Il y a 3 ou 4 ans et c'était un peu pas dans nos plans, mais on se posait la question si on était là pour pouvoir le couvrir. Donc on sera sûrement là, on en reparlera et on viendra vous voir avec grand plaisir. Entre ça et Canal, Camille, ce soir tu fais carton plein. Mais le foot féminin on le suit, nous on va voir la D2, on en parle chaque semaine, on a fait 3 émissions aussi avec. C'est pour ça que je me suis permis. Et t'as bien raison parce qu'on essaie de le mettre en avant et ce genre d'événements, parce que ce sont des événements internationaux quand même qui se passent. Exactement. C'est pas sans manquer de respect, c'est pas juste de la D2 féminine ou de la D3, c'est vraiment des matchs internationaux. C'est le haut niveau, mais dans 3-4 ans, dans le planification Redbird, il y aura aussi le TFC. Exactement. Évidemment, j'espère bien. On espère. Non mais c'est le plus gros tournoi de foot féminin de préparation au monde aujourd'hui. Donc voilà, il faut le dire et je suis pas peu fier de le dire. Et dans 3-4 ans, on aura Seb Dupuis et Camille Ramé au commentateur. Putain, ce serait tellement génial. Pourquoi pas. Bon, un grand merci à toi Seb de ta gentillesse et de ta disponibilité. Merci beaucoup. Le coup de la bodega, c'est pas une blague. On t'attend. On t'attend. Faut jamais blaguer avec la bière avec moi. Nous non plus, t'inquiète pas. En plus, on a moins 50% en tant qu'abonné, je peux te dire que on régale. C'est le 29 avril tous les week-ends de chez nous. Un grand merci à toi. C'est dans mes prix, comme on dit. Parfait. Passe une très très belle soirée et on se retrouve sur les bords du terrain et puis peut-être de nouveau dans l'émission aussi. Oui, n'hésitez pas, c'est ce que j'allais vous dire. N'hésitez pas, quand je peux, je serai des vôtres. C'est un grand plaisir toujours. Eh ben super, c'est super gentil. Merci beaucoup. À bientôt, Seb. Merci beaucoup. Salut. Ciao, bonne continuation. Salut à tous.
Messieurs, carrément débordé. Moi j'avais dit à Vincent, putain, tu vas voir, Fred il va nous saouler avec la multipropriété, il va falloir qu'on gère, etc. Au final, c'est moi qui ai débordé. Je m'excuse, Fred. Il faut mettre le jingle, Fred, parce qu'il essaie de te dire avec des petits. C'est bon, il est encore là. Lequel? Le jingle fin. Merci, mon cher Nathan. Comment on dit merci en croate ou en slovène, pardon? Koala. Mais koala, toi. Non, c'est un animal, ça. Con celui-là. Koala, toi. Koala, toi aussi. Koala, toi, Vincent. Je t'emmerde. Tu vas me parler comme il faut. Merci aussi à toi, Fred. Ouais, koala aussi. Nathan, je fais papaga, une traduction simultanée là. Ah, tu es de régal, Fred. Voilà, merci. Ça aurait dû le faire à Seb, en plus, son collègue à Canal. Merci à toutes celles qui nous ont suivis sur Twitch. Bon, on avoue, il y avait une émission, on va dire, pas que TFC, on a essayé d'aborder autre chose. C'est ce qui nous permet aussi d'être l'été. Aussi, hein. On va pas vous spoiler, mais il y aura d'autres émissions qui vont arriver où il y aura peut-être un peu plus de contenu comme ça. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu aussi, ça peut vous embêter, il y a pas de souci. N'hésitez pas à écrire l'adresse postale de Camille Hermé qui est sur le bas de l'écran pour les lettres de menace. Canal Plus 92 000 Nanterre. J'avais fait une vanne, mais je suis à la radio, je n'ai pas le droit de la faire. Allez, vas-y, fais-la. Non, je te promets, j'ai pas toutes les infos nécessaires, donc je peux pas la faire. Ça sera pour les off. Ça sera juste à Villemur. En tout cas, on vous souhaite à toutes et tous une très très belle soirée. On vous embrasse, on vous dit à samedi. Nous samedi, on sera à Tarbes, toute l'équipe. À samedi pour le Buffalo. À samedi pour. On refait là. À samedi pour le Buffalo. Nouveau jingle. Allez, messieurs, dames, on vous souhaite une très belle soirée. Merci Vincent, merci Fred, merci Clément, tout le monde. Mardi pour l'émission. Oui, on aura Hervé, supporter du TFC, qui fait partie donc des personnes qui sont sur animateurs du groupe TFC Fan Club, gros groupe Facebook qui a bien grandi et qui partage beaucoup d'actu du TFC. C'est bien. À mardi, messieurs, dames, passez une belle soirée. Ciao. Ciao.